Salut, moi je m'appelle Thomas, j'ai 24 ans et j'ai décidé d'explorer l'Islande pendant plus de 21 jours avec ce vieux 4x4, un Lada Niva de 1995. Comme tu peux le voir, j'ai tout ce qu'il me faut, une tente de toit, tout un aménagement à l'intérieur. Le lieu où je vais dormir ce soir est juste incroyable, je suis trop content. Mais avant de t'en dévoiler un peu plus, je préfère te remettre un petit peu de contexte. Depuis quelques années, j'ai fait un choix un peu particulier, celui de quitter le chemin tout tracé. Il y a quelques années encore, j'allais aller en école d'ingénieur, alternance, métro, boulot. Tout roulait, mais au fond de moi, quelque chose sonnait faux. J'ai toujours aimé filmer, raconter, créer. À force de vidéos, de rencontres, de road trips improvisés, j'ai commencé à tracer ma propre route. Cette chaîne YouTube témoigne vraiment de ce parcours depuis presque 4 ans déjà, et je la vois presque comme un immense journal de voyage et de vie. Un jour, j'ai transformé ma Clio en van. Ça a été le grand déclic. Puis j'ai acheté Albert, un vieux corbillard Citroën. Et avec lui, j'en ai traversé des pays. J'ai compris que ce que je cherchais, c'était pas juste le voyage, c'était l'autonomie, la liberté, la curiosité et le dépassement de soi. Et puis un jour, j'ai eu envie de plus, d'un territoire plus sauvage, plus extrême. J'ai trouvé un vieux Lada Niva, je l'ai bricolé, aménagé et décidé de partir seul en Islande parce que pourquoi pas après tout. Tout part à chaque fois d'une simple idée et c'est là que 24 heures avant mon départ, je me retrouve à préparer mes affaires. Préparer ses affaires avant un grand voyage, je dirais qu'il y a deux camps. Ceux qui préparent tout des semaines à l'avance et les autres, dont je fais sûrement partie, qui se laissent quelques heures avant le départ. Je sais pas pourquoi je repousse toujours ce moment. Je le trouve aussi satisfaisant que stressant. Toujours peur d'oublier quelque chose. Mais l'expérience m'a appris que j'oublie toujours un truc malgré mes efforts. Et souvent c'est pas si grave. Je m'apprête à partir seul pour presque un mois en autonomie sur cette île aux conditions qui peuvent être assez rudes, avec ce vieux 4x4 qui, je sais, peut plus ou moins me lâcher à n'importe quel moment. Mais aussi prouver qu'il est incroyablement fiable. En fait, je me sens un peu comme dans une roulette russe. Ça passe ou ça casse. On verra bien. Essaye de porter ça, tu arrives pas. Lequel? Les deux? D'un coup? Les Bon, deux. un. Ah, t'es forte. Ah ouais, c'est lourd. Et voilà, 4x4. on est prêt à partir. 1500 km à parcourir, 5 pays à traverser. Je me laisse 3 jours pour rejoindre la pointe nord du Danemark. J'avance à 80 km/h, de temps en temps 90 en descente. Le bruit dans l'habitacle est assourdissant. Les 4 roues motrices sont permanentes. Je remonte tout droit vers le nord en plein été et j'avoue que la sensation est un peu bizarre. Est-ce que j'ai raison d'aller me perdre sur cette île? Je roule de jour et je m'arrête le soir pour poser mon premier bivouac dans la campagne allemande. Putain, je pensais avoir trouvé un spot, mais c'est rempli de gadou. Oh non. Ah ouais, je suis un peu con moi. Attends. On va voir si Bobby est meilleur qu'Albert. Ce premier spot est assez simple, en plein milieu des champs. Ok les gars, donc là je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai pas enregistré Bobby pour aller en Islande et il faut que je l'enregistre. Donc le ferry est dans moins de 48 heures donc je m'y prends un peu tard. Je savais pas du tout. En fait j'avais reçu un mail et là par hasard je faisais une recherche comme ça. Il faut que j'enregistre toutes les informations du véhicule. Le numéro VIN, oh là là c'est super long. Moins de 3 tonnes 5. Ok, c'est bon, je crois que je suis enregistré. On peut aller en Islande. On avance. Je viens de passer la frontière du Danemark. Wouh, on y est presque. Plus que 400 km. Et j'ai une mauvaise nouvelle. Mon compteur de vitesse vient de me lâcher, je suis dégoûté. Et du coup, j'ai plus mes kilomètres. Ça, c'est très chiant pour l'autonomie de Bobby. Parce que je sais que je fais environ 300-320 km avec chaque plein. Et là, du coup, ça va être un peu plus compliqué de savoir quand est-ce que je dois remplir. Parce que la jauge de la réserve, je dois pas trop y faire confiance. Tu vois ce que je veux dire? La maladie des Lada Niva. Ça m'est arrivé au Maroc, on l'avait réparé, ça vient de relâcher. Je continue de remonter les 400 derniers kilomètres du Danemark. Bobby roule bien, je me dis que si j'arrive à faire ces 1500 km sans problème, il tiendra en Islande. Et puis en fin de journée, j'aperçois enfin ma destination. Les gars, on est bien arrivé à Hirschtal, je sais pas si tu le vois, mais c'est la tempête de sable, ouais. Il y a une énorme tempête, je sais pas si tu te rends compte. Je me fais directement accueillir par une bonne tempête. Le vent souffle super fort, mais le soleil est là. Je le vois comme un avertissement plutôt sympathique de ce qui m'attend. Oh là 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 là. J'espère que ça va pas être trop galère de dormir en tente. Ah. Oh là 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 là.
Waouh. Le seul truc que je me dis, c'est qu'il faut que je trouve un spot quand même à l'abri du vent. Donc on va éviter de dormir au bord de mer. Alors, Hirschtal, que je dois sûrement très mal prononcer vu la réaction des Danois que j'ai croisés sur la route, c'est une petite commune de 6600 habitants posée au bord de la mer du Nord au Danemark. Autrefois tournée vers la pêche, cette ville est aujourd'hui la porte d'entrée vers le Grand Nord, la Scandinavie, les îles Féroé et l'Islande. La plupart des bateaux partent de son port. Et c'est justement dans l'un d'eux que je compte embarquer demain matin. À partir du 19 août, à peine 30 ans, il est nommé ministre du royaume. Ce royaume, c'est l'Arabie Saoudite. Un territoire qui est... Bon, du coup, pour ce soir, j'ai décidé de m'abriter un petit peu du vent. J'ai trouvé une espèce de petite forêt à environ 15-20 minutes du port. Je vais passer la nuit tranquillement ici. Je vais me faire à manger, un petit plat de pâtes, bien chaud, bien reposant. Je vais essayer de passer une bonne nuit parce que ça fait quelques jours que j'arrive pas trop à bien dormir et je suis assez fatigué. Et demain, c'est le grand départ. Let's go les gars, on arrive enfin au check-in du Smyril Line, donc du ferry qui part pour l'Islande. Alors comme je te l'ai déjà dit, c'est le même bateau qui part pour les îles Féroé et pour l'Islande. Donc là je vois plein de plaques islandaises, de plaques féroéennes. Normalement avec le véhicule il faut venir 2 heures à l'avance, c'est ce qui est indiqué en tout cas pour l'Islande. Moi je m'y suis pris un petit peu en retard, j'ai eu du mal à me réveiller ce matin. Et là j'ai déjà 40 minutes de retard, donc il y a beaucoup de monde. J'espère que ça va aller, c'est toujours un peu stressant. Hein. Je déteste ces moments là où il faut faire la queue, où il faut ramener tous ses papiers. Et tu sais pas s'ils vont te laisser rentrer. C'est vraiment ce genre de moment que je déteste le plus. Peut-être parce que je suis pas le plus préparé et le plus pragmatique. Il est 10h45, on est censé partir dans 45 minutes et je suis toujours pas dans le bateau. J'espère qu'ils vont pas partir sans moi. Franchement, si je croise un autre Ladaniva en Islande, mais je deviens fou. Je deviens fou. Thank you. On embarque avec Bobby pour plus de 2 jours dans ce géant de fer de 160 mètres de long. On va d'abord remonter et longer la côte norvégienne jusqu'à faire une escale aux îles Féroé, puis continuer jusqu'à l'est de l'Islande. Ok, donc je vous montre un peu l'espace couchette. Ça, c'est le lit que j'ai choisi. J'ai déjà mis mes affaires ici. Il y a mes collègues qui sont installés ici, je les connais pas encore. Mais tu vois, c'est vraiment le minimum du minimum. Donc il faut bien prévoir un sac de couchage. J'étais pas au courant, donc je suis allé le rechercher. Je te montre un peu. Hop. Tout ça, c'est des autres couchettes. Alors il faut savoir que le prix pour dormir sur ces couchettes là, c'est déjà 70 €. Donc c'est pas donné quoi. Il faut savoir que les voitures elles sont stockées au 4e, 5e étage. Non, 3, 4e, 5e et nous là on est au 2e. Donc faut se dire qu'on est en dessous le stockage de voitures. Si jamais on tape un iceberg ou si on coule, je pense qu'on sera les premiers à prendre l'eau. Il faut aussi se dire que tu n'as pas accès à ta voiture, bien sûr, à ton 4x4, à ton van pendant les 2 jours de traversée. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un maximum de choses. Il faut essayer de faire son sac en avance. 2 jours sur les eaux glaciales de la mer du Nord. Le ferry trace sa route vers le Grand Nord et je profite de cette traversée pour souffler un peu. C'est l'occasion parfaite pour me reposer, flâner à bord, explorer chaque recoin du bateau, travailler quelques heures, préparer la suite de mon voyage et surtout prendre le temps d'admirer les couchers de soleil. Les 2 jours passent plutôt vite. Certains voyageurs descendent à Tórshavn, aux îles Féroé. En les voyant descendre, je ne peux m'empêcher de regarder à nouveau ces paysages si uniques. Directement, je repense à mon voyage de 2022 avec Albert, mon vieux van. Les petites routes, les falaises immenses, la lumière qui change tout le temps, tous ces souvenirs me reviennent comme si c'était hier. Ça y est les gars, après 2 jours de bateau, près de 45 heures, on arrive enfin. Je débarque alors à l'est de l'Islande dans le fjord de Seyðisfjörður. L'eau est plate comme de l'huile. Nous sommes le seul bateau à naviguer dans le bras de mer qui pénètre directement l'île. Les côtes islandaises se réveillent et la brume donne une ambiance mystérieuse, presque mystique. Tout le bateau s'agite. Ça y est, on va enfin débarquer. Hello Bobby. Ça y est, on est en Islande. Let's go les gars, c'est notre tour. Regarde-moi ce Toyota magnifique. Oh là 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 là. Hello, thank you. Oh, il y a Ladaniva. Il y a une carcasse de Ladaniva. Attends, mais c'est une dinguerie, je sais pas si tu vois. Il y a un Ladaniva. Non mais regarde, je tombe sur quoi? Une carcasse de Ladaniva juste là. Putain, mais il est encore beau hein. Elle est pas mal la couleur. Bon, un peu rouillée, mais putain, incroyable. Bah franchement, je m'attendais pas à tomber sur un Ladaniva dès la première heure en Islande. Et ça c'est un bon signe ça. Me voilà donc arrivé dans l'est de l'Islande pour ces premiers jours de voyage. C'est assez étrange de ne pas arriver directement dans la capitale, Reykjavik, la grande ville islandaise où il vit près de 40% de sa population. C'est souvent la première vision des voyageurs, mais pas pour ceux qui arrivent en bateau.
L'Est, c'est la partie la plus ancienne de l'île. C'est ici que les premiers vikings ont posé le pied, que les premiers villages ont été bâtis au creux des fjords. C'est pas l'Islande volcanique et désertique que l'on retrouve au centre ou au sud de l'île, mais plutôt des paysages de montagnes, de falaises, de grandes prairies vertes et des cascades. Et c'est ici, dans ce décor, que j'ai choisi de me familiariser avec l'île pour débuter ce voyage. Petit journal de bord, première nuit en Islande, dans la tente de Toineitup. Là il fait 7 degrés et j'ai déjà super froid, heureusement j'ai un duvet, je vais tout te montrer, mon sac de couchage, ma couette, etc. Je vais te montrer mon petit nid. Bon bah voilà, je suis là-dedans, dans la petite tente. Petite lumière en haut qui s'allume, avec la petite vue bien sympathique. Là il est déjà 10h, 10h30. Il fait encore bien jour et il va faire jour jusqu'à minuit. Le soleil se lève normalement à 3h du matin. J'ai un sac de couchage, moins 5 degrés, ma petite couette. Je pense qu'on va bien dormir hein. Une des questions qui revient le plus dans ce voyage, c'est est-ce que c'est pas trop long, ces longues heures de route, ces jours de route même? Et c'est vrai que quand tu réfléchis, ça fait des dizaines d'heures sur la route, peut-être même des centaines. Alors justement, j'écoute de la musique, j'écoute des vidéos quand je roule, des podcasts, j'essaye de m'occuper. Et justement, récemment, je teste un truc que j'avais envie de tester depuis très longtemps, c'est la plateforme de livres audio Nextory. Nextory, c'est une application qui te propose des livres audio, des e-books, des magazines, des bandes dessinées et même de la presse. C'est la seule appli en France à rassembler tout ça au même endroit. Le catalogue est hyper varié. T'as des polars, des thrillers, des récits de voyage, des autobiographies, des romans SF, il y en a pour tous les goûts. Et j'ai justement profité de ces longues heures de route pour écouter le livre de Sylvain Tesson, La Panthère des Neiges, que j'avais envie de lire depuis des années. Où les yaks domestiques se dirigeaient chaque matin en rêvant de trouver plus gras pâturage que la veille. Pas d'eau courante, pas d'électricité. Alors c'est un livre de base de 200 pages qui a été retranscrit en 3h20 et c'est un livre qui te plonge en pleine immersion dans les montagnes du Tibet où l'auteur et un photographe vont tout faire justement pour apercevoir cette fameuse panthère des neiges. J'ai aussi rattrapé le livre de Mike Horn, L'Antarctique, le rêve d'une vie, où il s'est donné le défi de traverser les 5100 km de l'Antarctique. J'ai déjà lu beaucoup de ses livres en vrai et je t'en ai déjà parlé, c'est une grande inspiration pour moi et j'adore replonger dans ces récits de voyage. En vrai, je suis du genre à toujours avoir un fond sonore ou une vidéo quand je fais quelque chose. Que ce soit de la musique, un podcast, même une vidéo YouTube, j'ai toujours besoin d'avoir quelque chose dans les oreilles. Et je sais que je suis pas le seul. Et du coup, Nextory, c'est l'application idéale pour enfin découvrir et écouter tous les livres que j'ai envie de lire depuis des années. Avec mon lien en description, tu as 45 jours d'essai gratuit et sans engagement. Tu peux bien sûr annuler ton abonnement à n'importe quel moment, donc pas de mauvaise surprise. Sache que chaque clic, chaque personne qui testera Nextory avec le lien en description, ce sera une vraie aide pour la chaîne YouTube et pour cette vidéo. C'est un super moyen de me soutenir gratuitement tout en découvrant de superbes récits de voyage et bien plus encore. Je te mets aussi dans la description toute une suggestion de livres d'aventure que j'ai découvert et n'hésite pas à m'en recommander d'autres dans les commentaires, je prendrai des petites notes. Merci à Nextory et merci de regarder cette vidéo. Waouh! Oh les gars, c'est ouf! Oh non, c'est incroyable! Oh putain! Il y a des nuages là qui viennent tout juste frôler le haut de la montagne où on est. Aujourd'hui, j'ai décidé de me perdre dans la chaîne de montagnes des Dyrfjöld. Son nom signifie littéralement les montagnes portes, à cause de l'immense ouverture naturelle qui sépare ces deux sommets. Ces montagnes impressionnantes sont en réalité les vestiges d'anciens volcans formés il y a plusieurs millions d'années, puis sculptés par les glaciers. Les gars, je suis vraiment en train de marcher dans un paysage magnifique. En vrai de vrai, je m'attendais pas à que ce soit grandiose comme ça. Et surtout, il n'y a personne, je suis quasiment tout seul. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long. J'ai mal regardé le tracé. En vrai, c'est environ 14 km aller-retour. Heureusement que le soleil se couche bien tard, aux alentours de minuit. En fait, ça me laisse quasiment toute la journée en fait pour marcher. Donc c'est ça qui est cool. Il y a les dernières neiges qui sont en train de fondre et en fait ça crée plein de petits courants d'eau qui coulent le long de la montagne. Puis en fait on se croirait en haute montagne, mais je suis pas si haut que ça en altitude, je dois être à 400 mètres. Bon, ça va faire 10 km que je marche là, et j'avais pas du tout prévu que ce soit aussi long, et du coup je suis parti sans gourde. Donc heureusement en Islande, bon, il y a pas mal d'eau.
du bien. Y a pas le choix. Il me reste environ 5 km avant de retourner à Bobby. Ça aura fait une petite balade de 15 km. Pas du tout prévu, mais très sympa, magnifique. Il va bientôt être environ 21h et regarde comment le soleil est encore super haut. C'est incroyable. On est juste au-dessus d'une mer de nuages. Tout ça c'est l'Islande et ils sont tous sous les nuages et nous on a le soleil. Là j'arrive bientôt auprès de Bobby. Là j'avoue je suis KO, ça m'a tué. Donc là j'ai qu'une envie, c'est de retrouver Bobby. Trouver un spot pas très loin, au soleil si possible, ouvrir ma tente, me faire à manger, me faire des pâtes au pesto et juste me poser. Magnifique! Donc là j'ai trouvé normalement un spot à une vingtaine de minutes du départ de la randonnée que je viens de faire. En fait on est en train de descendre le col où on était. On avait cette vue sur la mer de nuages et là en fait on est totalement en train de rentrer dans cette mer de nuages. Oh man, look at my life. Hop. Oula! J'espère que je vais pas me faire attaquer par les oiseaux là. Il vient de lâcher une fiente à 4 mètres de Bobby. Il a pas intérêt à me chier dessus ce soir lui. Faut que je communique avec eux là. Je viens de leur demander la permission de rester, je pense qu'ils sont ok, c'est bon. Voici le spot de ce soir, dans le brouillard. J'espère que ça va se lever demain. C'est bon les gars, je peux rester ou pas? Toujours là lui, il a fait du bruit toute la nuit. Bon, super bien dormi dans ma tente. J'ai pas eu froid, sac de couchage plus couette, on dort super bien. Et la surprise au réveil, il n'y a plus le brouillard et je peux dire que la vue est beaucoup plus belle. Wesh! Ah, au secours! Oh putain. Catastrophe. Oh non. Ma cuisine. Ce matin, j'ai décidé de faire un petit peu de route pour aller observer un petit animal bien connu ici, mais visible seulement 3 mois dans l'année, le macareux moine. Près de 60% de la population de ce petit oiseau marin vit ici en Islande. Chaque été, ils sont des centaines de milliers à rejoindre les falaises du nord et de l'est pour y creuser leur nid et y retrouver leurs partenaires, qu'ils n'ont pas vus depuis plusieurs mois passés en mer. C'est la saison des amours et tous les petits couples se reforment. Le macareux passe le reste de l'année en pleine mer, loin des côtes, affrontant les tempêtes de l'Atlantique. Il revient toujours au même endroit, parfois dans le même terrier, creusé à 1 ou 2 mètres. À l'intérieur, un seul œuf couvé à tour de rôle par les 2 parents pendant plus d'1 mois. Puis vient le moment où le jeune macareux quitte son nid pour la première fois et s'élance vers l'océan, guidé seulement par la lueur des vagues. Une épopée qu'il ne revivra qu'au printemps suivant, lorsqu'il reviendra à son tour.
Bon les gars, la mission d'aujourd'hui c'est de faire notre première F-Road. Alors les F-Road, je sais pas si tu sais ce que c'est. En Islande, tu as deux types de routes. On va dire que tu as les routes goudronnées, les routes numérotées. Et quand tu as un F devant la route, par exemple là aujourd'hui on va faire la F946 qui est longue d'environ 40 km. Bah là c'est des pistes qui sont normalement accessibles uniquement en 4x4, donc tu peux pas y accéder avec une voiture normale. En vrai je suis venu en Islande pour faire le maximum de F-Road. Et là du coup on va faire la première, donc je suis trop content. Et donc première étape, avant de s'engager sur une F-Road avec Bobby, c'est de dégonfler les pneus. Alors ça c'est les pneus que j'ai installés spécialement pour cette aventure en Islande. Alors c'est des pneus INSA Turbo Dakar, c'est du 15 pouces, c'est du 195/80 R15. En fait j'ai fait le choix de ces pneus parce que j'ai quand même besoin de rouler sur du goudron, notamment toute la route que j'ai fait de Paris jusqu'au nord du Danemark, près de 1500 km. Donc il me fallait pas des pneus trop agressifs non plus, mais quand même des pneus qui me permettent de faire de la piste, qui me permettent d'accrocher bien la terre, voilà. Je les ai trouvés sur une annonce d'occasion juste avant de partir, donc je suis hyper content. J'ai repeint les jantes en noir pour donner un peu plus de style. En vrai pour l'instant j'en suis hyper content, donc là ça va être un peu la première fois qu'on va vraiment les tester. Et la première chose à faire du coup, c'est de les dégonfler. Les dégonfler sur piste, ça permet d'avoir un peu plus d'adhérence, ça permet d'avoir un peu plus de suspension, de s'adapter un peu plus à la piste. En Islande c'est assez caillouteux et pour ça je suis parti avec ce compresseur qui me permet de dégonfler, regonfler mes pneus un peu comme je peux. Ça se branche sur la batterie moteur avec les pinces crocodile. Donc je les avais gonflés environ à 3 bars, 2,8 bars pour la route et là je vais les descendre à un petit peu moins de 2 bars. Hop. Je vais pas te mentir, la différence de sensation de conduite, ça n'a rien à voir. Je sens beaucoup moins les nids de poule, je sens que je suis plus smooth en fait. Ah là là, je suis trop content. Enfin une F-Road. C'est vraiment pour ça que pour ce voyage j'ai décidé de prendre Bobby et pas Albert. Pour être honnête avec toi, j'ai déjà fait l'Islande en fin mars 2022 avec mon meilleur ami. On avait loué un van ici sur place. Et bon, c'était une découverte incroyable. Les paysages étaient quand même assez différents. On était un peu à la fin de l'hiver, on avait quand même de la nuit. Il y avait quasiment des régions entièrement recouvertes de glace, donc c'était vraiment un autre mood, une autre énergie. Et là, le but, c'était vraiment de retourner en Islande avec Bobby, de vraiment aller se perdre sur les F-Roads qu'on n'avait pas pu faire avec le van qu'on avait loué, qui était un van 2 roues motrices. Et c'est ça, la grosse différence de ce voyage. Et j'avais envie d'aller plus loin, de pouvoir accéder à des choses qui sont pas accessibles quand tu loues seulement un van ou une voiture ici. Je sens que Bobby va me régaler en vrai. Je sens que ça va être incroyable. Bon les gars, il est temps de faire un petit point essence. Là je viens de revenir de la piste F946. J'en avais environ pour 70-80 km. Et en vrai cette première piste c'était un peu un test pour savoir combien d'essence j'allais consommer. Est-ce que Bobby serait capable de réaliser cette piste. Et là voilà, je viens de consommer 16 litres 60 pour ces 70 km. Donc tu peux calculer, ça fait environ on est quasiment à 18 litres, 20 litres au 100. Et ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Donc le réservoir du Ladaniva est d'environ 40 litres. Ce qui fait que ça me fait une autonomie sur piste d'environ 150 km, peut-être 200 km parce que j'ai 15 litres d'essence en jerrycan en rab juste derrière moi. Donc voilà, c'est pas énorme. Et c'est ça qui me fait peur, surtout pour les Highlands. Parce que là, je suis pas encore dans les Highlands, donc il y a encore pas mal de stations essence. Mais le problème, c'est quand je vais commencer à m'aventurer vraiment à l'intérieur des terres de l'Islande, bah là, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de station essence. C'est des centaines de kilomètres. Et ça va être ma plus grosse problématique. Avec un peu plus de confiance en Bobby et en mes capacités de pilote sur piste, je me lance sur un nouvel itinéraire un petit peu différent. Une longue piste traversant un désert de poussière volcanique, un paysage sombre et désolé où il ne vaut mieux pas tomber en panne. Les gars, aujourd'hui on s'engage sur la piste F88. F88 qu'on est toujours
plus ou moins vers les fjords de l'Est, mais beaucoup plus dans les Highlands. Je sais pas si on peut considérer ça en vrai comme les hautes terres de l'Islande, mais il y a rien autour de moi, il y a vraiment rien. Et c'est une piste qui vraiment s'enfonce à l'intérieur des terres de l'Islande. Là, il y a des montagnes juste à côté qui sont magnifiques et je suis tout seul, il y a personne. Bien sûr, il n'y a pas de réseau. À peine j'ai commencé à m'engager sur la piste que j'ai complètement perdu le réseau. C'est une piste qui fait environ 70 km pour aller vraiment au bout. Il y a quelque chose au fond de cette piste que j'ai trop envie de voir. Après, pour l'instant, en termes de difficulté de piste, ça a l'air d'aller. C'est une piste plutôt molle, donc j'ai bien dégonflé les pneus. Je me suis mis pareil à 1,8 bar, ça marchait bien la dernière fois. Et en vrai, c'est plutôt chill. Il faut juste que je fasse attention quand même parce qu'il y a pas mal de cailloux et de temps en temps, il y a des grosses pierres qui peuvent un peu pop de nulle part. Et je suis pas très protégé au niveau du carter d'huile, au niveau du bas moteur. Donc ce serait vraiment très chiant que je me prenne une pierre ici et que ça casse quelque chose. Mais en tout cas, là, j'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète. C'est vraiment ça qu'on recherche en Islande en vrai, se perdre dans des décors totalement lunaire. Genre j'ai vraiment l'impression d'être sur la lune mais en version un peu plus volcanique. Aïe 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 les gars. Là on arrive à un gros passage de rivière. Ah mince. Je crois que là ça va pas être possible de traverser. Ah, ça a l'air trop profond. Je crois que là ça va pas être possible de traverser pour Bobby. Il est pas assez haut et je crois que je préfère pas prendre le risque. Putain, en fait j'arrive pas à juger la profondeur, mais là. En fait le truc qu'il faut regarder quand tu passes une rivière, il faut regarder s'il y a du mouvement. S'il y a du mouvement, si c'est un petit peu rapide, ça veut dire que finalement c'est pas si profond que ça. Tu vois, ça veut dire que c'est du rapide, donc il y a des cailloux. Mais là je sais pas si tu vois, mais c'est bien plat. Je pense que t'as peut-être un mètre de profondeur et je pense que Bobby est pas du tout assez haut. Ça serait vraiment con que je me plante ici. Ah ouais, ça a l'air très profond. Et pile à ce moment-là, alors que j'ai vu personne depuis plus de 2 heures, une Jeep arrive à la hauteur de la rivière. Yeah, 50 centimeters. And then there's the next. Okay. And the third. Cool. Ooh, These are the kilometers. Yeah, okay. Now we are here. Yeah, 38 kilometers. So, Okay. And now. Okay. Mm-hmm. It's really good to have this Yeah, one. it's okay. And the tours, you have a blue, you have a black one, you have red ones, and you have one green one. Okay. And did you buy it on Iceland? No, No? at home. Okay. We have prepared for months. For this. Okay. Yeah. Good luck. Bon, du coup, il y a un autre 4x4 qui vient d'arriver. C'est un Jeep Rubicon qui est pas si haut que ça en vrai, qui est pas plus haut que Bobby. Et c'est 2 femmes à l'intérieur qui ont un roadbook avec tous les passages de rivière. En vrai, j'aurais certainement dû acheter ça. Et en fait, ils voient que la profondeur, c'est environ 50 cm. Donc en vrai, 50 cm, ça peut le faire. Bah écoute, je vais les observer, je vais voir si ça passe. Si ça passe, pourquoi pas, mais j'avoue que j'ai un peu peur. Oh là là, c'est super profond là. Ouais non, tu l'as vu, hein. Franchement c'est quand même assez profond, en fait surtout sur la première phase de la rivière où carrément t'as de l'eau qui monte au-dessus du capot. Donc moi je suis encore un tout petit peu plus bas qu'eux, surtout à l'arrière. Je pense que si je fais ça, je vais complètement flinguer mon aménagement, genre il va y avoir de l'eau qui va rentrer de partout. Et surtout j'ai peur au niveau du capot moteur, il est pas super étanche, donc en vrai je crois que pour cette fois-ci je préfère faire demi-tour. J'essaye de faire un énorme détour de presque 80 km pour essayer quand même d'atteindre le point que je voulais rejoindre. Il y a très peu de 4x4 qui passent par ici en vrai. Là, depuis plusieurs heures, j'ai croisé 2 4x4. Donc un Rangers qui travaille ici en Islande et du coup les 2 femmes qui ont traversé le gué. Donc ouais, je préfère vraiment pas prendre le risque. J'essaye de faire mon propre chemin, de tracer ma route. Encore une traversée de rivière. Celle-là me fait moins peur. Celle-là, je pense que c'est possible. Ouh là là, elle est quand même bien longue. Hein. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais putain, elle fait au moins 20 mètres. Hein. C'est assez caillouteux, mais je pense qu'il y a moyen de passer. Là, je pense que c'est la partie où c'est la plus profonde. C'est quand même bien sableux. Hein. Oh là là, alors là, si tu te fous là-dedans. Aïe aïe aïe, c'est le stress. Mais elle est hyper stylée cette rivière quand même. Je me mets en petite vitesse. Et ça y est, c'est l'heure. Hein. Allez, petite vitesse, on se met en deuxième, on y va tranquille. Allez, c'est parti. Allez, allez, c'est bon. Wouh, oh là 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 là. Ah, let's go. Et le drone qui a plus de batterie.
Let's go, putain. Ah, j'avoue que sur celui-là, j'ai eu un peu peur. Ah là là, putain, c'est un truc de ouf, hein. Mais c'est vraiment hyper technique en fait de traverser les rivières. Moi, je débute, c'est un peu la première fois que je fais ça. En fait, vraiment la technique, c'est de se mettre en petite vitesse, donc d'enclencher les petites vitesses sur le 4x4, de pas aller au-dessus de 5-10 km/h. Il faut vraiment pas aller trop vite, faut pas y aller comme un bourrin. Et en fait, quand t'avances, tu crées une espèce de vague devant toi et il faut jamais dépasser cette vague, parce qu'en fait, cette vague, elle te protège de l'eau qui peut rentrer dans le capot. Je t'avoue que c'est une sensation de ouf. C'est comme si le monde s'arrêtait pendant les 10 secondes où t'es dans l'eau. Tu retiens ton souffle, t'y vas et tu peux pas reculer. Donc il faut juste y aller tout droit. Et Bobby a réussi. Je suis quasiment arrivé au bout de la piste que j'ai empruntée ce matin. Et j'ai trouvé sur Google Maps ce qui semblerait être une cascade d'eau chaude naturelle. Alors généralement en Islande, quand tu vois une eau un petit peu verte comme ça, c'est qu'elle est chaude. Et je peux t'assurer qu'elle est bien chaude. Waouh! C'est impressionnant, c'est magnifique. Il y a des espèces de mini-organismes trop bizarres, des petits insectes là qui sont à la surface, je sais pas si tu vois. Wow. Oh, elle est super chaude. Mais le problème c'est que l'eau de la cascade elle est tellement chaude que quand tu retournes après là-dedans, elle paraît froide. Regarde-moi cet endroit. Regarde-moi ça. C'est exceptionnel. Écoute-moi bien, c'est incroyable. C'est bon, je me sens mieux. Il n'y a personne. T'as la source d'eau qui descend juste ici. Et en fait, t'as l'eau chaude qui se mélange à cette rivière-là. Mais celle-ci, elle doit être froide. Attends, on va voir. Ah, remarque, il y a du souffle. Tu sais qu'il y a moins qu'elle soit chaude. Et généralement, quand il y a des trucs comme ça, c'est qu'elle est chaude aussi. Ah, mais oui, elle est chaude. Elle est brûlante, là. Regarde, il y a des trucs bizarres dans l'eau. Ah non, là, elle est froide. Ok, trop bizarre. Juste ici, t'as une source. Ça sort de là. Tu vois au souffle. Et ça vient se mélanger avec la rivière qui descend sûrement du Vatnajökull, le plus grand glacier d'Islande, le Vatnajökull. C'est quoi ce pays de fou? C'est quoi cette île? C'est exceptionnel. Je pense avoir trouvé le spot de ce soir. Je pense qu'on va dormir ici, en plein milieu des pistes. J'espère que ça va le faire. Il fait super froid là, il doit être aux alentours de 21h. Toujours avec la lumière du jour, il fait, quand je te dis qu'il fait froid, c'est qu'il fait vraiment très froid. Donc là, le plan, c'est de se faire à manger rapidement. Au menu des pâtes, comme d'hab. Et c'est vite d'aller se mettre dans le duvet pour se réchauffer parce que là, il caille. Il fait vraiment froid. Ah, mal au doigt. J'espère que ça va pas mettre trop de temps à chauffer. Bon, je sais que ça ressemble un peu à rien, mais bon, je te jure que j'ai vraiment trop faim et j'ai besoin de me réchauffer. Donc je vais d'abord manger et ensuite je vais déplier la tente. Franchement, c'est toujours aussi satisfaisant d'ouvrir la Night Up le soir. C'est vraiment le petit rituel du soir. Tu ouvres ta tente et tu sais que tu vas te mettre tranquille dans ton petit duvet, bien au chaud. Ce soir, plus que d'habitude, j'ai vraiment l'impression d'être sur une autre planète. Regarde. Plus le fait que la nuit ne tombe pas et qu'il fait tout le temps plus ou moins gris comme ça, j'ai l'impression que mes repères temporels sont un peu perdus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là, tu vois, c'est compliqué de te dire quelle heure il est. J'ai un petit peu d'eau qui est rentrée il y a 2 nuits parce qu'il a vraiment beaucoup plu. Et donc là, j'ai une partie de mon matelas qui est un petit peu mouillée et je sais pas si ça va sécher, ça c'est un peu le problème. J'ai des petits points un peu humides au niveau de mon matelas parce que même quand je referme ma tente, le problème c'est que tout vient se compresser et vu que la tente prend la pluie et elle a pas vraiment le temps de sécher, bah du coup tu sens que c'est un peu frais. Mais vraiment le sac de couchage c'est hyper important parce qu'en fait ça vient m'englober totalement. Alors que si je dormirais juste avec une couette, le problème c'est que je vais avoir tout le froid qui va venir par en dessous en fait. Le matelas est pas assez isolant tu vois. Et en vrai quand je me mets dedans, je dors super bien. Bon les gars, est-ce qu'il serait pas l'heure de se faire un 4x4 tour de Bobby? Alors Bobby, tu l'auras remarqué, mais c'est un Lada Niva de 1995 avec un moteur 1.7 litres monopoint, c'est important. On est juste après les carburateurs et on est après les multipoints, donc vraiment il situe pile entre 2 générations de Lada Niva. Ça doit faire environ 54 ou 60 chevaux, je sais plus trop exactement. En fait, Lada Niva c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a une réputation à la fois très fiable, c'est un peu le véhicule indestructible que tu peux envoyer au bout du monde et que tu vois partout dans le monde, et à la fois il y a cette
réputation un peu de voiture qui casse facilement. À chaque fois il y a une panne, donc bon, moi je me situe un peu entre les deux. Pour l'instant j'ai pas vraiment eu de problème. Pour l'instant il roule super bien et comme tu le vois on fait quand même de sacrées pistes. Alors d'un point de vue extérieur, qu'est-ce qu'on trouve sur Bobby? Alors déjà premièrement on trouve une superbe galerie de toit de la marque Rack Up Gear. C'est un jeune designer belge qui a créé sa marque et du coup qui m'avait envoyé cette galerie de toit juste avant le Maroc et honnêtement j'en suis super content. C'est fait en aluminium, c'est du solide, c'est spécialement Lada Niva. Alors ils vendent pas que des modèles pour les Lada Niva, il y a aussi pour du Defender, il y a aussi pour du Suzuki Jimny. Enfin pareil, je te mets le lien en description. Elle est hyper stylée, je trouve que ça lui va super bien. Et surtout l'amélioration que j'ai fait, je te l'ai montré sur Instagram, je les ai installés. C'est ce support de plaque de désensablage. Bon pour l'instant ça m'a pas été trop utile, on croise les doigts. Mais j'ai juste à dévisser ces 4 vis en plastique et j'ai directement accès à mes plaques. Donc bon bah ça c'est plutôt utile si jamais tu roules dans du sable, si jamais tu roules dans de la boue, si t'es vraiment coincé à un endroit. L'élément le plus important, je suis obligé de t'en parler, on voit que ça sur Bobby, c'est cette immense tente de toit Nate Up. Donc ça c'est le modèle Tri-Up, normalement c'est un modèle pour 3, mais c'est parfait pour dormir à 2 en vrai. Et en fait c'est une tente de toit qui s'ouvre comme un livre, donc ça te permet d'avoir 2 fois la surface de ton toit. Et cette tente de toit franchement c'est juste du grand luxe. Le matin, bah, j'ai juste à la replier en laissant toute la literie à l'intérieur, trop pratique, j'ai des petites lumières à l'intérieur, j'ai une ouverture par ici et par ici, j'ai aussi 2 auvents qui peuvent s'ouvrir s'il y a du soleil ou s'il pleut. C'est fabriqué en France, dans le sud de la France, et franchement je suis trop content d'avoir cette tente de toit. Normalement j'ai un code promo pour les tentes de toit Nate Up, donc pareil va checker dans la description. Je pense que je t'ai fait un petit peu le tour de l'extérieur. On a la tente de toit, la galerie, le support de plaque. Ici bon bah si t'es déjà monté dans un 4x4 tu sais ce que c'est. Ici j'ai mon levier de vitesse normale, ici j'ai un levier pour décider si je passe en petite vitesse courte ou vitesse longue. Ça c'est super pratique en 4x4, dès que je suis sur piste je me mets direct en vitesse courte et ça me permet d'avoir beaucoup plus de couple, c'est indispensable. Et ce levier là je m'en sers pour être honnête très rarement, c'est le levier du blocage de différentiel. Donc le levier de blocage de différentiel ça te permet d'avoir les 4 roues qui tournent vraiment en même temps, qui sont bloquées, et ça on va dire que c'est utile si tu fais vraiment du franchissement, si tu as des roues qui se lèvent pour éviter que toute la puissance vienne dans une roue. Moi honnêtement je m'en sers quasiment jamais, en vrai j'en ai pas vraiment besoin, mais c'est quand même utile d'en avoir un au cas où. Donc là j'ai un peu tout mon bazar quand je roule, une gourde, là j'ai mon petit Fujifilm dans cette pochette qui me permet de prendre de petites photos sympas. Ici j'ai plein de trucs, d'accessoires où il faut que j'ai rapidement accès quand je filme. Ici j'ai mon One Wheel, bien sûr le One Wheel, il était obligé de m'accompagner aux couleurs de Bobby, donc je suis trop content. Si jamais je suis vraiment bloqué dans une piste, ou si je dois aller chercher de l'essence, ou si je dois aller chercher de l'eau quelque part. Donc voilà, là c'est à peu près tout. J'ai rajouté ces petits tapis qui nous viennent de Turquie, qui sont magnifiques. Ici derrière le fauteuil avant, on passe sur un petit extincteur au cas où le 4x4 prend feu. Ici j'ai 2 réserves d'essence, là j'ai 5 litres d'essence dans ce jerrycan, 10 litres ici. Ici j'ai ma caisse à outils. Là derrière franchement c'est juste le bazar, j'ai vraiment tous mes outils, le cric, du WD-40, un triangle de signalisation. Ça c'est ma douche pour pouvoir prendre ma douche un peu où je veux. Donc de l'autre côté c'est pareil. Derrière ce siège là, bon bah je mets mes chaussures, une paire de claquettes. Ça c'est mon rechargeur de batterie. Ici c'est ma batterie EcoFlow, ma batterie Nomad, le cœur électrique de tout le 4x4, mais ça pareil je vais t'en parler un petit peu plus tard. Et la pièce maîtresse de Bobby, c'est cet aménagement en bois qu'on a réalisé en 3 jours avec Clément du DAU, avec qui on avait aussi fait l'aménagement d'Albert il y a plus de 3-4 ans maintenant. Clément c'est un aménageur de véhicules qui se situe aujourd'hui dans le sud-ouest. Avant il était à Lille et on a réalisé cet aménagement en 3 jours juste avant que je parte au Maroc. Donc il est toujours là l'aménagement. Il a vécu un peu, il a pris un petit peu des coups, c'est normal avec tous les voyages qu'on fait. Donc je vais te montrer un peu plus en détail tout ce que j'ai à l'intérieur et comment je range et comment je m'organise là-dedans. Alors juste sur les côtés, bon là pareil, hein, c'est un peu le bazar, mais ici j'ai un casque de One Wheel, ici j'ai une chaise dépliable, ici c'est un booster de batterie, là j'ai du liquide de refroidissement, encore une caisse à outils avec pas mal d'outils. Donc là c'est un peu la partie que je touche pas souvent quoi. Si je dois mettre les mains dans ça, c'est qu'il y a un problème. Ici, là j'ai mon sac à dos, donc je suis parti qu'avec un seul sac à dos, et ce sac à dos c'est un sac à dos de la marque Ace Project, donc pareil je te le mets en description. Ils font des super sacs, c'est une marque française, c'est des sacs qui m'accompagnent depuis le voyage aux îles Féroé je crois. Ce sac il est incroyable. Ici j'ai un tapis turc pour pouvoir chiller par terre quand je veux, une petite table dépliable ici. J'ai quand même pris ma tente, j'ai pris un matelas, bon ça a pris la poussière ici. Ici j'ai une pelle, donc ça c'est toujours hyper utile, hein. Juste ici on a les 2 panneaux solaires EcoFlow, donc ça pareil je vais t'en parler un petit peu plus tard dans la vidéo je pense. Ici je peux sortir ce tiroir là jusqu'au bout pour pouvoir accéder à la glacière. C'est une glacière de la marque Vevor, en vrai ça fait le taf, elle est plutôt pas mal. En vrai si je dois être honnête, elle est pas non plus hyper pratique au niveau de l'ouverture. Tu vois,
je suis un petit peu bloqué par le toit de Bobby. Je pense que si c'était à refaire, j'aurais plus pris une glacière qui s'ouvre comme ça, comme un tiroir. Je pense que ça aurait été beaucoup plus pratique. Du coup, ici, j'ai une petite tablette pour pouvoir cuisiner tranquillement. Ici, on a la partie cuisine. Donc là, pareil, on a un énorme tiroir. Donc tu vois, là, j'ai quand même pas mal de vaisselle. J'ai mon réchaud qui se situe juste là. J'ai ma cafetière. Enfin, je pense que je suis un petit peu beaucoup chargé pour un voyage tout seul. C'est ce que vous m'avez dit sur Instagram quand je vous ai montré un peu tout l'aménagement et tout ce que je prenais avec moi. Vous m'avez dit, mais tu vas cuisiner pour 12 ou quoi? Et ensuite, on passe à ces 3 tiroirs-là. Donc le premier, on va dire, c'est des vêtements, mon ordinateur, quelques livres et ma petite trousse à pharmacie. Le deuxième tiroir, celui-là, c'est vraiment pour le matériel pour filmer. Le dernier tiroir du haut, celui-là, c'est vraiment pour mes vêtements. Donc je mets mes pantalons ici, mes t-shirts. Et du coup, pour l'eau, comment je fais? J'ai uniquement ces 2 jerrycans de 20 litres. En vrai, en voyageant seul, ça me fait 40 litres d'eau. Et en vrai, 40 litres d'eau, ça me permet de tenir au moins 4 jours, 5 jours. Donc j'essaie d'utiliser moins de 10 litres d'eau par jour. J'ai cette petite douchette 12 volts qui est très pratique, tu vois. Tu viens immerger la pompe à l'intérieur, la glisser dans l'eau. Tu l'allumes ici. Et donc après, tu as directement de l'eau dans ta petite douchette avec une pression plutôt pas mal. Donc voilà, je t'ai fait un petit peu le tour du 4x4. Comme tu peux le voir, c'est pas le 4x4 le plus équipé. J'ai essayé de prendre ce qui me semblait essentiel pour ce voyage. J'ai quand même oublié des trucs, mais il y a quand même des trucs que j'ai ramenés dont j'avais pas forcément non plus hyper besoin. T'as pas besoin d'avoir le dernier 4x4 haut de gamme avec tous les derniers accessoires. Tu prends un vieux Lada Niva, tu fais un coffrage en bois, tu prends des trucs que tu trouves chez toi et en vrai, voilà, tu peux voyager ici et te retrouver dans ce paysage. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ce que tu aurais amélioré, comment tu aurais fait les choses. En vrai, c'est en partageant et en échangeant un peu les idées qu'on arrive à trouver de nouvelles idées ou de nouveaux conseils. Donc voilà, c'était Bobby, un petit Lada Niva qui voyage en Islande. Je quitte peu à peu la partie est de l'île pour me diriger vers le nord et longer sa côte arctique en me rapprochant du cercle polaire. Et puis tout d'un coup, bien perdu sur ma route, je tombe sur une surprise vraiment inattendue. Les gars, c'est trop drôle, il y a un Lada Niva juste derrière moi, c'est la première fois que j'en vois un en Islande. Qui roule. Et là, il est en train de me dépasser, je vous montre. Aïe. Incroyable. Putain, j'y crois pas quoi. Qu'est-ce qu'il fout là? Putain, j'ai pas eu le temps de regarder bien la plaque, je sais pas d'où ils viennent. You just bought it? Yeah, maybe 4 months ago. Ah, no, okay. 2 months. It's 2015, so it's Ah, not c'est ok, yeah. This is the big box. Yeah, Nice, yeah. so bad. Bon les gars, c'est vraiment incroyable ce qui vient de se passer. Je viens tout juste de rencontrer du coup Sarah et Malcolm qui voyagent aussi en Lada Niva, c'est incroyable. Et en fait on était juste hyper contents de voir un Lada Niva. Eux aussi ils étaient choqués de voir Bobby et de voir l'aménagement, donc je leur ai un petit peu montré. Et ils m'ont montré leur Lada Niva, c'est un Lada Niva de 2015 Urban, donc édition un peu stylée quand même. C'est ça qui est trop cool quand tu voyages avec un véhicule, avec un Lada Niva ou alors avec un autre véhicule, mais avec le Lada Niva j'ai vraiment l'impression de ressentir ça. C'est cet esprit un peu de communauté. Là, le fait de rencontrer quelqu'un qui a la même voiture que toi, ça te fait directement un contact social. Et genre là, du coup, je pense qu'on va aller camper ensemble ce soir parce qu'ils voyagent aussi en tente. Donc je suis juste hyper content parce que c'est quand même un voyage un petit peu solitaire. Et là, le fait de rencontrer des jeunes de mon âge avec qui on a la même voiture, qui font aussi du camping, qui ont l'air d'être dans le même délire, en fait, c'est juste trop bien. Donc en vrai, je suis trop content. Avec Sarah et Malcolm, mes 2 nouveaux copains de road trip, on décide directement d'aller attaquer une piste ensemble. La F899, une piste de 50 km qui plonge vers l'océan Arctique. On se dit qu'avec nos 2 Lada Niva, on est imbattable. Qui aurait pu croire que j'allais rencontrer d'autres jeunes qui voyagent en Lada Niva? Non mais c'est incroyable, la coïncidence est complètement folle, c'est trop cool, franchement incroyable. La piste est magnifique, elle se déroule au fond d'une vallée verte, longeant un cours d'eau sur des kilomètres. Il y a au moins une dizaine de passages de guet et à certains moments pas le choix. Il faut aller vérifier la profondeur du passage et c'est Malcolm qui s'y colle. Waouh! Non mais les gars, la piste, elle est magnifique. Je pense que c'est la plus belle piste que j'ai prise depuis le début du voyage. On est vraiment en plein cœur d'une... Alors, attends, elle est où la piste là? Ah mais non, je l'ai manqué. Ah non, elle est là. Ah non, on doit traverser. Bon, nouvelle rivière à traverser. Wouh!
Let's go. Bon, comme tu l'as vu, on a eu quelques rivières à traverser. Heureusement qu'on a eu Malcolm, notre cobaye, qui s'est dévoué pour aller tester la... Waouh, il y a des flaques de fou là. De toute façon, deux la Daniva ensemble, ça passe partout. Je commence à être de plus en plus confiant sur les passages de rivière. Je crois que je commence à bien sentir le truc, même si je vais toujours un petit peu trop vite par peur de caler. Après plusieurs heures sur la F899 sans en voir le bout, les conditions météo se dégradent. Il fait de plus en plus froid et la brume et la pluie s'invitent. On a déjà traversé une dizaine de gués et il en reste encore la moitié. On décide alors de camper le long de la piste. La nuit est froide et humide, en fin de nuit, c'est un grand mot. Le ciel reste gris pendant des heures sans vraie obscurité. Et au petit matin, la lumière n'a presque pas changé. C'est toujours aussi perturbant. Malcolm et Sarah ont décidé de reprendre la route pour faire demi-tour, d'aller direction Hakkuyeri, qui est la deuxième plus grande ville de l'Islande, je crois la grande capitale du Nord. C'était super sympa, on a dormi vraiment au sommet de cette vallée comme tu l'as vu. Ce matin on a bu un café ensemble, on s'est raconté plein d'histoires de voyage, enfin c'était vraiment trop cool. Donc la suite du programme, moi j'ai vraiment envie d'aller au bout de cette piste. Il me reste environ 30 km à voir. J'ai repéré sur un tracé GPS, il y a encore pas mal de rivières à traverser, encore une dizaine, et notamment peut-être la dernière qui a l'air vraiment assez big, très large et peut-être assez profonde d'après les infos que j'ai trouvées, donc je sais pas si je vais réussir à aller au bout de cette piste. Faut vraiment faire attention aux chèvres et aux moutons parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. À chaque fois, elles foncent sur la route comme ça. Waouh. Je sens qu'on approche de la fin de la piste. Je sens qu'on avance bien. Là, il doit me rester une dizaine de kilomètres. Je sais pas. C'est la question. Est-ce que je vais réussir à aller jusqu'au bout de cette piste? J'espère vraiment. Mais la vallée, elle est grande, hein. Franchement, je pense que je dois rouler à environ 30 km/h de moyenne. Donc en vrai, j'avance très lentement. Je me suis mis en vitesse courte. J'ai bien dégonflé mes pneus encore une fois. C'est très humide. Tu sens qu'il a plu cette nuit, il y a des flaques d'eau mais partout. J'espère qu'il n'y a pas d'eau qui rentre dans l'aménagement parce que ça ce serait vraiment dommage. Attends, je vais nettoyer un petit peu l'objectif là parce qu'il est dégueulasse. Ah, le matériel, je peux te dire que le matériel prend cher là pour ce voyage. Bon, là du coup on a un passage encore un peu technique. J'ai l'impression que la reprise de la piste se fait là-bas. Donc je vais devoir vraiment remonter le courant, je vais être à contre-courant et je sais pas si j'emprunte la surface juste ici ou alors je pense que je vais aller à droite. Celle-ci elle est intéressante. Bobby, tu penses que c'est bon ou pas? Là, je peux te dire qu'il est dans son élément. J'ai envoyé le drone en reconnaissance. Il est juste au-dessus de nous. Allez Bobby, tu peux le faire. C'est hors de question qu'on se plante. C'est pas une possibilité. Juste les oiseaux, attaquez pas mon drone. C'est pas cool les gars. Les gars, arrêtez. Arrêtez. Non. Bon, tu sais quoi, on va vite y aller avant que les oiseaux défoncent mon drone. Imagine le scénario, je me plante. Et là, il y a un oiseau qui percute mon drone, qui tombe dans l'eau. Bon allez, on y va. Let's go. Easy. La deuxième. Facile. Let's go. Yes. Ça y est, je suis arrivé au bout de la piste. J'atteins une immense plage de sable noir volcanique frappée par l'eau de l'océan Arctique. Bobby se déchaîne sur le sable et on fête ensemble notre réussite. Quel bonheur d'être dans des endroits pareils.
gars, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content de voir du soleil. Ça fait... Waouh, non mais regarde comment c'est beau. La vérité c'est que ça fait plus d'une semaine que j'ai pas vu de soleil. Il fait gris tout le temps, il pleut beaucoup, il fait froid, il y a du vent. Alors je peux te dire que quand il y a un tout petit peu de soleil qui apparaît, t'en profites, mais là c'est incroyable. Là j'ai vraiment l'impression que c'est un moment magique. J'ai pris la direction du fjord est de Hakkujärvi et là je suis tranquillement en train de remonter la route. Oh là là, c'est incroyable. Les gars, je viens tout juste de m'arrêter dans le petit village de Grenivík, un petit village de 256 habitants. Je suis arrivé pile au moment où le soleil était le plus beau et je peux dire que ça a donné une ambiance mais complètement incroyable. Waouh, franchement c'est ce genre de petit moment où la lumière est parfaite, où tu arrives dans un endroit où tu te sens bien. Ce genre de moment clé dans ton voyage c'est tellement important. En vrai c'est ouf hein, mais quand tu es en voyage comme ça, ton moral dépend beaucoup de la météo, des personnes que tu rencontres, ça c'est sûr, mais aussi de la météo, surtout dans des conditions comme ça. Ouais, ça t'apprend à profiter des choses simples. Juste un rayon de soleil, un petit moment ensoleillé, ça te redonne le moral pour les prochains jours. Comment se comporte Bobby après tous ces milliers de kilomètres et cette dizaine de jours passés déjà en Islande? Déjà, je peux noter quelques trucs. L'essuie-glace arrière nous a lâché. Malheureusement, il faudrait limite que je l'enlève, mais en fait, il arrête pas de pendre comme ça et il vient taper à chaque fois que je fais de la piste. En fait, j'ai remarqué que sur la Daniva, il y a plein de trucs qui se dévissent. Il y a le rétroviseur ici qui se dévisse complètement et dès que je prends trop de vent, qui a tendance à complètement s'aplatir, donc à me servir à rien. Le problème c'est que les vis ici sont complètement grippées. J'ai peur de casser la marque avec un tournevis, j'avais déjà essayé. Et la barre LED qui je pense avec toutes les secousses a commencé à nous lâcher son support. Donc je crois que j'ai perdu le boulon, ça a un petit peu cassé la tôle. Sinon c'est à peu près tout, hein. Enfin visible de ce que je vois. On a aussi cette partie là. C'est que voilà, on a tout ça qui a tendance à se décoller, donc il faudrait que je les refixe avec des rivets. Voilà, bon là tu vois un petit peu l'état de la carrosserie en dessous, hein, qui voilà, ça laisse rentrer pas mal d'eau. En vrai je suis super content parce qu'il consomme pas d'huile, donc je perds pas d'huile, je perds pas d'eau, j'ai pas de fuite pour l'instant, donc ça c'est juste trop bien déjà. Alors les gars, là je suis en train de m'aventurer sur une piste qui est pas du tout une F-Road. C'est Sarah et Malcolm qui m'ont conseillé cette piste, ils l'ont fait il y a 2 jours. Et en fait on est toujours sur le côté ouest du fjord de Hakkujärvi. Et je suis cette piste qui n'est pas du tout référencée comme une F-Road, elle est même pas sur Google Maps. En vrai elle est assez magnifique, elle est totalement différente des autres pistes qu'on a pu effectuer sur les F-Road. Là tu sens que c'est vraiment juste un chemin de berger ou quoi. Il y a encore beaucoup de moutons et en fait on est vraiment à flanc de montagne et on se dirige droit vers la sortie du fjord. Alors je sais pas du tout où ça mène, donc ça va être un petit peu la surprise. Il pleut toujours un petit peu, mais en vrai ça va, c'est juste quelques petites gouttes. C'est assez brumeux quand tu regardes vers les montagnes, donc je vais juste continuer tout droit et on va voir ce que ça donne. Je crois qu'il a un peu du mal Bobby là, je crois qu'il me reste plus beaucoup d'essence. Je suis parti, j'étais en moitié de réservoir, j'ai cru que ça allait suffire, mais heureusement que j'ai des petits jerrycans derrière pour remettre de l'essence au cas où, je pense que je vais en avoir besoin. Et là ouais, là ça grimpe et c'est pas évident, c'est un peu technique quand même. Je suis vraiment en vitesse courte, première, et j'essaie de grimper doucement quoi. Allez. Franchement cette piste, je pense que c'est la plus technique que j'ai prise depuis le début. En fait elle est vraiment assez technique parce qu'au niveau du sol ça arrête pas de changer. Des fois c'est des gros cailloux, je me suis fait surprendre 2-3 fois par des énormes trous dans des points d'eau. Et là j'ai un sacré truc à traverser. J'ai cette cascade à traverser sur un flanc de montagne. J'avoue que là ça fait un peu peur. Si j'y vais vraiment tout doucement en première, ça a l'air d'aller. C'est juste que c'est vraiment des gros rochers. Je sais pas si tu te rends compte de la taille des cailloux. En soi c'est pas vraiment l'eau qui me fait peur, mais c'est vraiment les cailloux quoi. Tac 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 tac. Ici, bam, et c'est surtout la reprise au niveau de là. La reprise au niveau de là-bas, celle-ci, il faut vraiment y aller en première tout doucement, que je fasse très attention aux rochers et que je croise les doigts pour pas me faire emporter par le courant quoi. C'est le genre de rocher là. Hop. Ok, on va y arriver.
On a réussi, putain j'ai eu peur. À la fin en fait j'ai calé sur la remontée. Je pense que j'ai mal géré avec l'embrayage et j'ai dû accélérer vraiment très très fort pour réussir à reprendre de l'adhérence sur les rochers. Et ça a senti le cramer, donc j'espère que ça va. Waouh, j'avoue que je me suis un peu chié dessus. Ah, je crois que c'était une mauvaise idée cette cascade là. J'arrive sur la fin de la réserve. Pour la première fois, je vais pouvoir me servir de mon jerrycan de 5 litres. Parce que là, la prochaine station essence, elle est dans au moins 40 km et je suis pas sûr de pouvoir y accéder. Ouah les gars, je sais pas si tu te rends compte, mais je crois que je viens d'apercevoir 2 baleines au loin dans le fjord là, juste là. C'est incroyable. C'est vraiment très très loin, je sais pas si tu vois grand chose. J'ai pas vraiment de grand zoom pour pouvoir bien les voir, mais waouh, c'est magique de tomber là-dessus comme ça par hasard. Et là, j'en vois. Ouais, c'est clairement des baleines. En fait, on a plusieurs. Regardez, elle remonte là-bas. Je suis en train de remettre de l'essence dans Bobby et il y a des baleines devant moi. Il y en a 2 qui sont juste à côté. Non, c'est incroyable. C'est une galère. Ça y est, je pense qu'il est enfin temps de s'aventurer dans les Highlands islandaises et notamment de prendre une des routes les plus mythiques d'Islande, la F35. C'est une piste de 200 km qui va rejoindre du nord jusqu'au sud de l'Islande. Je t'avoue que si je suis venu en Islande avec Bobby, c'est notamment pour faire cette route. En fait, il faut savoir qu'en Islande, les pistes, donc les F-Road, ouvrent qu'à un certain moment de l'année, généralement en été pendant 2 mois, 2 mois et demi. Et en fait, elles s'ouvrent au fur et à mesure selon les conditions météo. Et tu as tout un site islandais en fait où tu peux voir les pistes qui sont fermées, qui sont ouvertes. Et la F35 vient d'ouvrir, donc je suis beaucoup trop content. Je pense que ça va nous prendre plusieurs jours pour l'explorer. Comme tu peux le voir derrière moi, il y a un espèce de bus vintage mais hyper stylé. Alors je sais pas s'il est en état de fonctionnement ou s'il reste toute l'année ici, mais il a l'air sacrément vieux. Je trouve que ça marche trop bien le contraste entre Bobby et le bus. En tout cas, la première chose à faire avant de s'aventurer sur une piste comme ça, bien sûr, il n'y aura pas de station essence, il y aura très peu de villages, je crois, ni d'assistance possible, ni peut-être de connexion. Donc je vais vérifier que tout aille bien sur Bobby, notamment au niveau de la partie huile et liquide de refroidissement. On va voir si on n'a rien perdu depuis tous ces kilomètres. Ouais, on est quasiment au minimum. Donc j'ai bien perdu un petit peu d'huile. Je pense que c'est normal en vrai. Sur une vieille voiture comme ça, sur un vieux moteur. Parfait. Maintenant, un autre truc qu'il faut regarder, c'est le liquide de refroidissement. On a l'air d'être pas mal. Peut-être que je vais en rajouter un petit peu. Alors là, attends, il est un petit peu chaud, donc faut faire attention quand j'ouvre. Et dernière chose, avant de s'engager sur piste, on dégonfle un peu les pneus toujours. L'histoire de cette piste est plus ancienne qu'on ne le pense. Autrefois appelée Kjolur, elle traverse l'Islande du sud au nord, en plein cœur du plateau des Hautes-Terres à 700 mètres d'altitude, entre les glaciers Langjökull et Hofsjökull. Les Vikings l'empruntaient déjà il y a plus de 1000 ans, notamment pour rejoindre Thingvellir, le tout premier parlement islandais, l'Alping, fondé en 930. Ils voyageaient à pied, à cheval, souvent en groupe et généralement en été, car les conditions dans les Hautes-Terres peuvent être très rudes et imprévisibles. Traverser cette piste, c'est remonter le fil de l'histoire islandaise et marcher sur les traces de ses tout premiers habitants. Le long de la F35, on trouve un endroit assez particulier, Veravellir, une véritable oasis au milieu des Hautes-Terres. Perdu entre 2 glaciers, ce champ géothermique semble surgir de nulle part. Des fumerolles s'échappent du sol, l'eau bouillonne à la surface et l'air est chargé de soufre. On y croise des bassins fumants, des formations minérales colorées. C'est clairement un des plus beaux sites d'Islande pour observer ce phénomène. Et contrairement à d'autres plus connus, il y a très peu de monde, même en été.
ça les Highlands, enfin on a réussi. On est entouré par les glaciers. Juste là, je sais pas si tu vois tout au fond. Je reprends la route en direction du sud, les paysages changent, le ciel s'assombrit, quelques gouttes commencent à tomber. Le plateau de terre orangée laisse place à des collines de sable noir, et les premières neiges commencent à apparaître. Je suis maintenant à mi-chemin, en plein cœur des hautes terres de l'île. Il me reste encore plusieurs dizaines de kilomètres avant de trouver un spot où je pourrais dormir à l'abri. Waouh. Bon, il faut que je t'explique. Je viens tout juste d'arriver au pied du parc national de Kerlingarfjall qui se situe en plein cœur des hautes terres islandaises. Regarde-moi ce spot incroyable avec ce panorama de ouf. Bon, il se met un petit peu à pleuvoir pour ce soir. Donc là, il est aux alentours de 20h. Donc le plan ce soir, ça va être de se coucher bientôt, de se trouver un petit endroit un petit peu caché juste au pied du parc, de bivouaquer tranquillement en attendant que la pluie passe cette nuit. Demain, réveil super tôt pour aller justement au sommet de ce parc naturel. Il y a une piste qui s'appelle la F347 qui fait un petit détour à partir de la F35 et qui permet vraiment d'aller au cœur de ce parc là. C'est exactement pour ça que je suis venu en Islande, c'est pour voir ce genre de choses, c'est pour pouvoir venir avec Bobby et de se mettre exactement là face à ça. Donc non, là je suis vraiment trop content. Au menu de ce soir, faut se la jouer simple, bien sûr, des pâtes. Je suis en train de faire bouillir de l'eau, là ça chauffe plutôt bien. Là il commence à faire froid, il commence à cailler. Là on est sur les coups de 22h, le soleil commence à se coucher. Ce soir faut prendre des forces, faut bien dormir. Demain on va au sommet de cette montagne, 1500 mètres d'altitude. J'ai faim. 7h du matin et je crois que c'est la première fois que je me fais réveiller par le soleil dans la tente. Ce matin, on s'engage officiellement sur la piste F347 qui permet d'accéder directement au parc naturel de Kerlingarfjall. C'est incroyable, c'est la première fois que je pense que j'ai aussi beau temps, donc je suis vraiment trop content. Putain, quand la météo s'aligne comme ça avec ce que tu as prévu, bah c'est juste incroyable. Les premiers jours en Islande, ça n'a pas forcément été hyper évident niveau météo, pour pas te le cacher. Ça joue vachement sur le moral, je pense que je t'en ai parlé. Donc là on s'engage sur une petite piste d'une quinzaine de kilomètres je pense, qui est pas mal en montée, qui est pas mal en côte. Et en vrai ça permet vraiment d'accéder au cœur du parc de Kerlingarfjall. En fait là pour pas te mentir je suis en train de prendre juste une énorme claque. Je savais pas du tout qu'il y avait des sources d'eau chaude au cœur du parc. C'est exceptionnel, c'est complètement irréel. Ce mélange de couleurs ocre, marron, vert, avec cette vapeur, la neige, c'est exceptionnel. Je pense que j'ai rarement vu un truc aussi beau là. Là c'est exceptionnel. Les Kerlingarfjall, en français, les montagnes de la vieille dame, forment un massif volcanique isolé perdu au milieu de l'Islande. Ici, tout est contraste et couleurs.
La roche dominante, la rhyolite, donne aux montagnes des teintes incroyables. Orange, rouge, ocre, parfois presque doré. À cela s'ajoutent les vapeurs de soufre, les fumerolles qui s'échappent du sol et les rivières d'eau chaude qui serpentent entre les vallées. Carlingarfjall est un ancien système volcanique né il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Pendant longtemps, il était enfui sous un glacier. Ce n'est qu'après le retrait de la glace que la géothermie s'est révélée, sculptant ce paysage presque irréel. On se croirait vraiment sur une autre planète. Le site reste difficilement accessible pendant une grande partie de l'année. En hiver, tout est recouvert de neige et les conditions peuvent devenir très dangereuses. Je me perds alors dans ce décor, entre crêtes fumantes et vallées brûlantes, sentir le sol chaud sous mes pas, observer un paysage façonné par le feu et le temps. C'est un lieu qui me rappelle à quel point cette île est vivante, vivante jusque sous mes pieds. Je me suis éloigné un petit peu de la zone des sources chaudes, où il y a quand même un petit peu de monde et ça reste un petit peu touristique, c'est vraiment le cœur du parc. Mon objectif maintenant, c'est d'atteindre le sommet de cette montagne, le Snæfellur, qui monte à 1488 mètres, je crois. C'est vraiment le sommet de ce massif montagneux, de toute cette réserve. Donc j'ai trouvé une trace GPS qui a l'air pas mal. Donc il y a environ 700 mètres de dénivelé positif. C'est une boucle d'environ 12 km. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun chemin balisé. Donc j'espère que je ne vais pas me perdre. Le problème, c'est que la terre, elle est très molle à certains endroits. Je sais pas si tu te rends compte. Et ça m'est arrivé de mettre le pied et d'enfoncer mon pied jusqu'à la cheville. Donc c'est très gadouilleux. J'ai peur aussi de tomber sur un cratère où il y a un geyser qui explose à quelques mètres de moi. Je sais pas, où il y a de la vapeur chaude qui sort. Donc mon objectif se situe tout en haut de ce sommet. Il faut que je traverse toute cette vallée. Honnêtement, j'arrive pas trop à me rendre compte. Quand je vois ça comme ça, j'arrive pas à savoir si c'est loin ou si je vais y arriver. Donc écoute, on va se lancer, hein. C'est parti. Je sais pas si tu te rends compte à quel point le sol est moelleux. Regarde les traces que je laisse au sol. Et ça me prend énormément d'énergie. Bon, encore pour descendre, ça va. Pour remonter, ça me prend grave de l'énergie. Je pense que c'est clairement un des plus beaux treks que j'ai fait de ma vie. Des paysages comme ça, je pense que c'est réellement unique au monde. Je pense qu'il n'y a pas un autre endroit sur Terre qui ressemble à ça. Ok, on va passer par là. Ouf. Allez hop, première chute. Oh là là, c'est tellement moelleux, c'est tellement glissant. Je pense que j'ai pas les chaussures les plus adaptées. Et là, j'ai clairement plein d'argile sous mes pieds. Et je pense que je vais devoir trouver un moyen de traverser cette rivière. Alors, je sais pas trop comment faire encore. Je pense que je vais pas avoir le choix et que je vais devoir mettre le pied dans l'eau. Par là, je peux pas continuer. Je suis bloqué là. J'espère juste que le courant est pas trop fort. Et j'espère que c'est pas trop froid. Ouh, c'est froid. Non, mon trépied. Ah, super, ça commence bien. Ah, mais quel trépied de merde. Let's go. Wow, il y a du courant. Il y a du courant. Ouh. Bon, ce que je comprends pas, c'est que la trace GPS m'indique qu'il faut que je grimpe ça. Ça m'a l'air très pentu. Très gadouilleux quoi, je pense que je vais m'enfoncer. Les gars, j'ai réussi à traverser la rivière parce que directement après la rivière, en fait, on était un peu au fond d'un ravin et je devais réescalader tout ce que j'avais descendu. Sauf que c'était de la terre complètement molle et je m'enfonçais carrément. Donc j'ai dû essayer de trouver un chemin à travers une espèce de grotte de glace. J'ai réussi à récupérer la trace. Donc normalement, je suis sur le bon chemin. Regarde-moi ce caillou incroyable. C'est du magma qui s'est durci. Je sais pas si tu t'en rends compte à la caméra, mais il est tellement lisse, il n'y a aucune aspérité. Il est magnifique. Et c'est pas si lourd que ça, c'est assez léger par rapport à un autre rocher. Je me suis complètement fait avoir. Je pensais que Snæfellur c'était cette montagne là. Je me disais mais comment je vais faire pour arriver à son sommet avec toute la neige. Et en fait, plus tu montes des montagnes, plus tu t'aperçois qu'il y en a des plus hautes. Donc je pense que le sommet se situe vraiment tout là-bas. Là on est quasiment à 1400 mètres d'altitude.
au sommet de la première montagne. Les gars, c'est la dernière ligne droite, je suis quasiment au sommet. Il me reste cette dernière arête à grimper. Ensuite, je pense qu'il y en a une deuxième à redescendre puis à regrimper. Et je pense que j'atteins le sommet. Je dois être à moins de 40 mètres de dénivelé positif du sommet. C'est incroyable. C'est pas maintenant qu'il faut se relâcher la tension ou alors se blesser. On va réussir. Wouh! Les gars, on y est, le sommet du Snake Hollow. Incroyable, c'est réussi, c'est fait en 4 heures. Trop content, regarde-moi ça. Wow! Le sommet du Snake Hollow à 1485 mètres. C'était un défi que je me suis lancé un petit peu à moi-même, donc je suis super content de l'avoir réussi en vrai. Je l'ai fait en moins de 4 heures. Je pense que c'est une des plus belles randonnées que j'ai fait de ma vie, alors que j'en ai fait des magnifiques. C'est incroyable parce que d'ici, j'ai vraiment vu sur toute la région et je peux même retrouver le spot où j'ai dormi hier soir, qui se situe par là, près de la rivière. C'est fou à quel point les humains aiment monter les choses les plus hautes à chaque fois. Vraiment, je m'interroge dessus. Pourquoi à chaque fois on veut monter la plus haute montagne, le plus haut sommet, le plus à chaque fois. On fonctionne vraiment que par défi comme ça. Après maintenant, voilà, tu sais ce qu'on dit. Hein. J'ai fait que la moitié du chemin. L'autre moitié du chemin, c'est la redescente, bien sûr. Donc je vais redescendre tranquillement. Incroyable! Comment descendre plus rapidement de la montagne? Wesh! Wesh! Je peux pas m'arrêter! Wesh! Aïe aïe aïe! Waouh! Oh, c'était génial! On va dormir ici ce soir. Tac, je mets la première. Je suis cuit. J'ai des courbatures de partout, je suis fatigué. Là il est aux alentours de 22h. J'ai roulé un petit peu le long de la F35. Je me suis pas trop éloigné, il me reste encore plein de choses à voir le long de cette route. J'ai trouvé un spot dans un petit champ de fleurs, alors on dirait de la lavande. Par contre, j'ai remarqué un truc, c'est que j'ai entendu un petit bruit un petit peu bizarre au démarrage et à l'arrêt de Bobby. Un petit bruit un peu de cliquetis métallique. Et on a bien un petit problème sous Bobby. Alors je sais pas si ça va être très grave, mais regarde. Si je bouge le pot, là j'entends exactement ça comme bruit. C'est parce que le cylinder bloc du tuyau d'échappement est en train de s'arracher littéralement ici. Genre je pense que tu le vois là, il tient quasiment pas en fait. Mais je crois qu'il est même coupé. Ici... il est aussi un petit peu coupé, mais il a l'air de tenir encore celui-là. Je pense que lui, il va pas nous lâcher. Là, il est complètement arraché, quoi. Le truc, c'est qu'il faudrait pas que je perde carrément mon échappement. Ce serait un peu dommage. Et surtout, j'aimerais pas qu'il vienne casser ça, quoi, là. Cette espèce de tringlerie, je sais pas trop ce que c'est. Première panne de Bobby, en vrai c'est rien, c'est juste un cylinder bloc. Malheureusement j'en ai pas en rechange. Je pense qu'à force de trop prendre des pistes, trop taper, bah du coup ça a complètement, ça l'a cassé. J'espère juste que la ligne d'échappement va pas tomber. Au pire ce que je vais faire c'est que je vais l'attacher avec une corde, je vais essayer de faire un truc avec même du caoutchouc ou quoi, c'est rien, c'est de la débrouille. Le
de la journée, c'est de se rapprocher de ce glacier. Alors je sais pas si tu le vois, je crois que c'est le Gyeokul, je sais pas si je le dis bien. Mon but c'est vraiment d'essayer de trouver des pistes qui vraiment me conduisent au pied du glacier et je dois passer par cette rivière. Donc au début je me suis dit ouf, elle a l'air un petit peu profonde et j'ai vu notamment un tracteur passer par ici, donc je me suis dit que c'était bon. Allez c'est parti les gars, on y va. On y va en détente. Wouh, ça fait peur hein. Je dévie de la F35 pour emprunter des pistes encore plus isolées que presque personne ne prend. J'ai envie de me perdre dans cette immensité. Rejoindre le glacier n'est qu'un prétexte, une simple excuse pour goûter à cette liberté que m'offre ce paysage. Je suis en plein dans le moment présent, plus rien ne compte. Bon, et bah j'ai réussi à atteindre le lac Irvatn. Par contre, je viens de me rendre compte que le glacier est vraiment très loin. En fait, on dirait pas, mais il doit être encore à une vingtaine de kilomètres. En fait, c'est immense. En fait, j'ai pas très bien regardé. Je pensais qu'il allait peut-être avoir des pistes qui pouvaient me conduire tout en bas du glacier, mais je pense que ça va être très compliqué. Je pense que tu l'as vu en drone, mais en fait, toute la terre est imbibée d'eau. Il y a littéralement des flaques et des rivières de partout. Toute cette terre là, en fait, quand tu regardes comme ça, on dirait pas. Hein. Tu vois, quand tu regardes comme ça, on dirait pas forcément. J'ai trouvé ce petit spot avec des petites cabanes là. Je sais pas. Ça se trouve, il y a des gens à l'intérieur. En fait, je sais pas. Waouh, ça fait super peur. Ça part en mode urbex. Non, me dis pas que c'est ouvert. Mais les gars, c'est ouvert. Waouh. Ça fait super peur. Bon bah incroyable, on a trouvé où dormir ce soir. Petit mobil-home, tout équipé. Il y a déjà la literie, il y a plein de matos. Il y a une petite cafetière. Il y a même un réchaud au gaz en bas, tout pour faire un barbecue. Je peux dormir n'importe où, il n'y a pas de souci. Mais dormir là, moyen quand même, moyen. Par contre, je dois vous dire un truc, ça par contre, je suis pas renseigné, mais en Islande, je tombe sur beaucoup de ce genre de petites cabanes. J'en vois très souvent, un peu en plein milieu nulle part. Tu vois, c'est fait avec de la tôle, du bois. Putain, mais c'est des toilettes. Je suis vraiment débile, je vous jure que j'ai pas fait ça. Je pensais, mon hypothèse première était que c'était peut-être un sauna, un espèce de sauna islandais un peu comme dans les pays nordiques. C'est les toilettes. Je te jure que j'ai pas fait exprès. Incroyable, bon, on aura appris quelque chose. C'est cool hein. Encore un passage de rivière, celui-là il a l'air, il me fait un petit peu peur, celui-là il y a pas mal de courant et surtout qu'il y a une bonne grosse pierre un peu en plein milieu, donc il faut que je fasse un petit détour surtout sur la fin. Ce qui me rassure c'est qu'il y a un 4x4 devant, il y a un mec qui campe, qui a installé sa tente mais genre à 10 mètres devant. Je pense que si lui il est passé, moi je peux passer. On y va, on y va. C'est un des plus profonds que j'ai fait. Là ça va, je crois que je suis passé. Il y a un petit peu de fumée qui sort du capot. Il y a peut-être un peu d'eau qui a touché le moteur, mais en vrai ça l'a fait. Hi, you will sleep there tonight? Is this your tent? Yes. Yeah? Cool. Wonderful tent. Yeah, wonderful. Where are you from? From France? From France. Yeah. And you? We are Icelandic. Ah, cool. I Did once you... had a car like that. Yeah, La Daniva. It was red too. Ah yeah? La Daniva? Lada Niva. Yeah? It was in 1987 I bought Really? it. On Iceland? In Iceland. Ah, cool. But they are not anymore La Daniva on No, Iceland. they're so not much. available. Have you been there? Yes, I have been there Yeah, it's many cool. times. Yeah. The road is really rough, over lava fields, and you have to Go drive slowly. And Okay, super. Thank you very much. See you. Aïe putain, bah tu vois exactement ce que je te disais, je viens de frotter ce rocher sous Bobby. Putain merde. Comme tu peux le voir, la garde au sol elle est pas très haute, hein. Elle est vraiment pas haute. C'est bizarre parce que j'ai l'impression d'avoir déjà passé des rochers plus gros que ça. Je pense que j'ai fait du coup c'est que j'ai mis ma GoPro au niveau des transmissions et des amortisseurs pour voir un petit peu au niveau de la garde au sol comment ça se passe.
différentiel arrière qui a tapé sur ce rocher. Putain. Clairement il manque de la garde au sol pour avancer sur cette piste. Je pense que c'est la piste la plus rocailleuse que j'ai jamais vue. Enfin rocailleuse dans le sens où il y a vraiment des rochers qui sont très hauts. En vrai c'est bête parce que Bobby quand je l'ai acheté, je sais pas si tu te souviens mais il était super rehaussé. On aurait dit un monster truck le truc. Il avait des suspensions avec des cales mais il était énorme. Et vous avez été nombreux à me dire en commentaire qu'il fallait que je réduise ça parce que les cardans étaient comme ça forçait sur la transmission, il était clairement beaucoup trop haut. Et du coup j'ai enlevé tout ça, plus le fait de mettre beaucoup de poids dessus, la tente de toit, la galerie, tout le matériel, mon eau, toute la batterie, tout mon coffret en bois, bah du coup c'est vrai que ça l'a un petit peu tassé. Et en vrai à l'arrière si tu regardes je suis un petit peu plus bas que devant. Et là clairement il me manque quelques centimètres de garde au sol pour être vraiment safe. Je pense que le plus sage là c'est de trouver un spot et de se calmer. Parce que là j'ai pas envie de prendre de risques quoi. Bon les gars, sage décision mais j'ai préféré m'arrêter là et je pense que j'ai trouvé un spot juste incroyable pour passer la nuit. J'ai l'impression d'être en Mongolie, enfin en Asie centrale. Des endroits où j'ai jamais pu encore aller mais où je rêve de mettre les pieds un jour et d'explorer un jour, donc je suis archi content. Commence à faire froid, il y a un petit peu de vent, je sais pas si tu l'entends mais ça souffle pas mal. Petite routine du soir, on déplie la tente de toit et on s'installe tranquillement. C'est complètement magique, je me rends pas du tout compte d'où je suis. Franchement je suis trop content parce que ce voyage il a vraiment été crescendo. J'ai l'impression que plus j'ai avancé dans le voyage, plus que j'ai découvert m'a plu, plus j'ai été impressionné. C'est vrai que je vais pas te mentir, au début il y a eu vraiment quelques jours où ça n'a pas été évident, j'ai un peu moins filmé, il faisait vraiment pas beau, j'avais froid, du coup ça jouait pas mal sur mon moral, je me sentais pas forcément hyper bien, peut-être un peu seul aussi. Et là ces derniers jours c'est juste incroyable. Et ce voyage c'est vraiment quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, me retrouver un petit peu seul, mine de rien ça faisait longtemps que j'étais pas parti seul, ça faisait plusieurs années. De voir si j'étais de nouveau capable de partir seul, sur une terre un petit peu hostile quand même, avec une météo qui peut être un petit peu compliquée. L'Islande ça se mérite vraiment, mais une fois que t'as le soleil, une fois que t'as tout, une fois que t'as l'île entière qui veut bien t'accepter, te montrer ce qu'elle a en réserve, je peux te dire que c'est un des endroits les plus magnifiques au monde, les plus uniques. Les gars, ce matin, je crois que j'ai réussi à trouver une piste qui me permet d'arriver tout droit au glacier Jökull. Et j'ai une bonne nouvelle parce qu'il est droit devant moi. Malgré sa taille impressionnante, le Langjökull n'est que le second plus grand glacier d'Islande avec une superficie de 950 km². Il est si vaste qu'il recouvre même un volcan culminant à 1435 mètres d'altitude. Encore un nouveau monde islandais, des kilomètres de glace, des crevasses profondes, des vents glaciales et un silence total. J'aurais réussi à atteindre le glacier Jökull, cet énorme glacier, c'est impressionnant. J'ai réussi à trouver une piste ce matin qui m'a permis d'accéder à ici. Là c'est impossible pour moi de continuer avec Bobby directement sur le glacier, c'est de la grosse glace, de la neige. Je pensais que j'allais peut-être avoir ma chance, mais je viens tout juste de voir un énorme van passer avec des roues énormes, hyper surélevées, et actuellement il est bloqué en fait. Actuellement il vient de se bloquer dans la neige. En vrai si tu regardes bien, je trouve que les paysages varient énormément en Islande. Alors ça a beau être une île plus ou moins petite,
petite, mais je trouve que les paysages que tu peux voir sont vraiment différents. Tu peux passer de glaciers comme ça à là où j'ai dormi ce matin, à des prairies, des montagnes toutes vertes, tu te croirais en Mongolie ou au Kazakhstan, et on sent qu'on s'est rapproché du glacier parce que là je peux te dire que l'air il est super froid, il fait vraiment très froid. C'est vraiment impressionnant de voir la quantité de glace, la quantité d'eau qui est figée à cet endroit-là. Ça dépasse carrément les montagnes, en fait ça vient se poser entre plusieurs montagnes, plusieurs massifs montagneux, et en fait la quantité de neige dépasse la montagne. C'est ça qui est hyper impressionnant. C'est magnifique. Ça y est, je suis arrivé tout au sud de la F35. J'ai parcouru les 250 km sans tomber en panne d'essence. Je crois que la piste m'a porté chance. Je suis maintenant dans le sud de l'île et je dois prendre la direction de l'est. La fin du voyage approche et mes jours sont comptés. Mais avant ça, il me reste encore une piste à explorer, la F225. La F225, c'est une route aussi assez mythique en Islande. Je crois qu'elle est réputée pour être une des plus belles pistes. Encore une fois, j'ai l'impression de te dire ça à chaque fois. Donc la F225, c'est une piste d'environ cinquantaine de kilomètres, je dirais soixantaine de kilomètres, qui traverse les vallées en fait, jusqu'à rejoindre l'endroit que je veux absolument voir. Et en fait, c'est assez incroyable parce que on se rend compte qu'ici, tout a été formé à partir d'éruptions volcaniques. On roule carrément sur de la poussière volcanique. En fait, on soulève tout le sable noir. Ça fait de la poussière de partout. Là vraiment Bobby, ça va être de pire en pire, j'ai l'impression. Peut-être vu qu'il y a du soleil et que c'est sec, bah du coup ça fait voler encore plus la poussière. Et en fait on le voit là, toutes les espèces de rochers, tous les paysages qui sortent du sol comme ça. C'est vraiment de la lave, c'est des coulées de lave en fait qui sont durcies. Ça fait peut-être des milliers, des millions d'années, je ne sais rien. Le responsable de ce phénomène, c'est l'Hécla, un des volcans les plus actifs et réputé le plus dangereux d'Islande. Surnommé au Moyen-Âge la porte de l'enfer, ce volcan est rentré en éruption plus de 20 fois au cours du dernier millénaire, projetant des cendres jusqu'en Europe. Le désert de cendres qui l'entoure laisse parfois place à de vastes étendues d'herbes vertes. On se croirait perdu au milieu des steppes mongoles. Hop, j'enlève la poussière. Il y a trop de poussière et je suis pas sûr, mais je pense avoir vu au loin une cascade magnifique. J'ai une vision mais de loin et j'ai commencé à regarder sur Google Maps et Maps.me et j'ai cru voir une piste qui m'y accédait. Sauf que je suis obligé de m'arrêter ici, je peux pas continuer avec le 4x4. Donc dans ce cas-là, la solution ultime, tu la connais, c'est le one wheel. Et ça, c'est parfait. En effet, je me suis pas trompé. La cascade que j'ai repérée au loin de la piste se révèle être la cascade rouge, aussi appelée Rodfossur. Une magnifique cascade unique, haute de 60 mètres. L'eau dévale la falaise en contrastant avec la roche orangée. Cette couleur rougeâtre provient des sédiments de fer qui s'échappent de sa source, là-haut, dans les montagnes. Je prends une vraie claque devant cette découverte inattendue. Je m'attendais pas à tomber sur un lieu aussi puissant, aussi unique, perdu au milieu de rien. Ce genre de moment où tu te sens vraiment tout petit. Non mais regarde, la poussière, c'est un truc de malade. Il y en a partout. J'en ai partout, sur tout mon matériel. Alors là, laisse tomber ma serviette, la table, tout ça, il y a de la poussière de partout. C'est un truc de malade. Oh là là, c'est chaud. Ce soir, je dors pour la première fois du début du voyage dans un camping. Mais pas n'importe quel camping. Je pense que c'est le plus beau camping d'Islande. C'est un camping qui est assez difficile à atteindre. Comme tu l'as vu, il faut traverser une espèce de rivière. Donc déjà, il n'y a que les 4x4, les jeeps, les véhicules un petit peu surélevés qui peuvent accéder à ce camping. Ce qui fait qu'il n'y a pas non plus énormément de monde. Et en fait, on est vraiment tout au pied de la chaîne de montagne de Landmannalaugar, ce que je veux explorer demain. C'est un lieu qui a l'air vraiment magique. C'est un lieu que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et en fait, ce camping, il est quand même assez stylé parce qu'il a des airs de base camp. Tu vois, il y a plein de tentes, il y a quelques véhicules. Et par contre, incroyable, mais dans ce camping, il y a une source d'eau chaude. Il y a toute une piscine de source chaude naturelle où tout le monde peut aller se baigner. Et je peux te dire que quand t'as passé ta journée dans la poussière des pistes, ça fait du bien en fin de journée d'aller dans la hot spring. Donc j'y suis allé. J'ai pas pu filmer parce qu'il y avait quand même un petit peu de monde, mais c'était incroyable. Bon allez, moi je suis exposé, je suis très fatigué. Je vais aller dormir. Bonne nuit. Si j'ai dormi dans ce camping, ce n'est pas par hasard, c'est pour une raison bien particulière. Au bout de la piste F225 se trouve une zone unique en Islande. Landmannalaugar. Landmannalaugar, c'est une zone géothermique exceptionnelle, perchée dans les hautes terres du sud de l'Islande, au cœur d'une réserve naturelle.
Le paysage peut te rappeler Carling-Garfiol par certains aspects, mais ici le contraste et les nuances de couleurs sont encore plus prononcés. Les montagnes de rhyolite, cette roche volcanique riche en silice, ont été formées il y a environ 10 millions d'années par une intense activité volcanique. Tu l'auras compris, ce lieu est unique au monde et je veux absolument m'y perdre. Réveil assez tôt, je suis parti du camping assez tôt justement pour pouvoir partir en trek. J'ai environ 15 km pour 800 à 900 mètres de dénivelé positif. Au bout de cette piste, il se pourrait qu'il y ait une montagne au nom imprononçable qui a l'air complètement unique au monde. Mais je te garde la surprise, on est censé l'attendre dans environ 3h, 3h30. Ok. Waouh! Le trépied qui me sert de bâton. Hop! Bon bah super. J'ai réussi à traverser sans mouiller les pieds. Ça c'est un bon départ. On voit bien que toute la glace, toute la neige est en train de fondre. En vrai c'est assez fou hein, la forme que ça fait. Je pense qu'il faut pas trop se rapprocher du bord, à tout moment ça peut casser. Je suis pas du tout équipé pour marcher dans la neige. Les chaussures n'accrochent pas du tout. J'ai l'impression d'être immergé dans une peinture immense. Chaque colline, chaque crête semble avoir été tracée au pinceau, comme si quelqu'un s'était amusé à mélanger toutes ces couleurs. Le paysage, la vue, n'a rien à voir avec tout ce que j'ai pu voir jusqu'à là. C'est tellement unique que j'en perds mes repères. J'ai réellement cette sensation de marcher sur une autre planète. Un monde silencieux, brut, irréel. Ça y est, je crois que j'ai compris. C'est pour ça que je suis venu en Islande. C'est pour ça que j'ai aménagé ce vieux Ladaniva et que j'ai roulé des milliers de kilomètres. Juste pour me retrouver là. Et tout à coup, ça me paraît clair, limpide. C'est exactement ce que je devais faire. Et j'en prends pleinement conscience à cet instant. Ma place à ce moment-là n'est pas ailleurs. Je suis exactement là où je dois être. Malheureusement, j'ai pas vraiment le temps de m'attarder devant cette montagne bleue car le vent souffle très fort et il commence à faire très froid. Il me reste encore plusieurs kilomètres avant de rejoindre Bobby. Bon les gars, retour de la pluie, retour du mauvais temps en Islande. Je sais pas si on va voir quelque chose mais là ouais, là ça pleut pas mal à l'extérieur. J'ai essayé de monter la tente rapidement, je me suis mis dans mon lit. J'ai pas vraiment pu me faire à manger ce soir parce que là avec la pluie etc c'est un peu galère, il y a aussi pas mal de vent donc c'est un peu compliqué de chauffer de l'eau. J'espère que demain ça passera. J'ai froid, j'ai essayé de bien dormir et on se dit à demain. Je reprends la direction de l'est de l'île par la F210, une magnifique piste de roches et de sable noir creusée au fond d'une petite vallée. Mon ferry de retour vers le Danemark part dans moins de 48 heures, et il me reste encore 470 km à parcourir jusqu'à l'extrémité est de l'île, là où tout a commencé, mon fjord d'arrivée et de départ. Autrement dit, c'est clairement pas le moment de tomber en panne ou d'avoir une galère. Putain, je me suis planté. Putain les gars, je me suis complètement planté. Je sais pas si tu vois, mais là j'ai toute la transmission qui est vraiment posée. En fait, j'ai pas du tout vu le trou. Je pensais que c'était la même composition qu'ici et d'un coup, bam, je me suis senti que je me suis planté. Merde. Putain, je suis dans la merde. Je suis complètement posé sur des gros cailloux là. Ça va me mettre je sais pas combien de temps. Si je suis tout seul, on va essayer de sortir de là. C'est une dinguerie. C'est impossible. Putain. Les deux ressorts qui sont vraiment posés dessus, donc là je sais pas si je vais pouvoir m'en sortir tout seul là. Putain, je suis dégoûté. Pourquoi ça arrive maintenant? Et malheureusement les plaques de désensablage elles vont pas me servir à grand chose. Il est posé quoi, il faudrait que j'arrive à tout dégager, mais en fait j'ai l'impression qu'il s'enfonce de plus en plus avec l'eau qui monte. Je vais quand même faire un essai pour voir, mais je suis pas sûr. C'est hardcore. Je suis en train d'essayer de tout dégager là. C'est un boulot de fou, il y a des énormes cailloux, c'est super lourd. C'est
tout mouillé et vraiment là je suis complètement posé. Il y a même carrément des parties du triangle de la mécanique qui sont dans la terre. Ça va faire au moins 30 minutes que je creuse là. Je sais pas si ça va quelque chose en vrai. Je vais tenter un nouveau truc avec le cric, un cric bouteille. La cale, ceux qui l'auront reconnu, c'est la cale de Mohamed, celle du Maroc, je l'ai gardée. Je sais pas, je vais tenter un truc, je vais essayer de le soulever un peu, mais bon, je vois pas comment ça pourrait marcher. Ça marche un peu, hein. Oh, ça a grave soulevé. Putain, je suis content, première fois. Regarde, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux là. C'est beaucoup plus dégagé. Non, on a gagné grave. On a gagné grave. Waouh. Je pense que je peux y arriver. Waouh, j'en ai marre. Bon, tu vois, de ce côté-là, je suis encore bien déposé là. Tu vois, toute cette terre là, je suis complètement dessus. L'amortisseur, le triangle, une partie de la boîte de vitesse et tout. Donc, faut que je refasse la même chose là. Pour mettre encore plus de chance de mon côté, parce que là je pense que je vais essayer au moins de mettre une petite marche arrière. Je dégonfle encore les pneus. Plus ils sont mous, plus ils vont pouvoir adhérer à la terre, plus il y aura de surface qui va me permettre de m'échapper, on va dire. Donc je sais pas. Bon, allez, première tentative. Putain. Regarde-moi cette trace là, je l'ai pas vu ce trou, comment j'ai pu m'enfoncer là-dedans, c'est un truc de ouf. Honnêtement, je pensais que j'allais pas pouvoir m'en sortir et que j'allais devoir appeler quelqu'un. Je suis trop content. En vrai, mine de rien, ça m'a permis de grave apprendre. Là, c'était vraiment un exercice en temps réel. L'utilisation du cric, dinguerie. D'ailleurs, la cale, encore une fois, merci à Mohamed qui m'a offert cette cale au Maroc. Je sais pas si tu connais l'histoire, mais Mohamed, c'est un monsieur qui nous a aidés quand on était au Maroc et quand j'ai crevé 2 pneus en moins de 15 minutes. J'arrivais pas à monter la Daniva sur un cric parce qu'il arrêtait pas de tomber, on était dans une pente et il m'a donné très gentiment cette cale et il m'a dit que c'était très important d'avoir une cale. Depuis, tu vois bien que je l'ai gardée. Encore une fois, m'a permis de me sauver de cette situation. Mohamed, si tu regardes cette vidéo, encore une fois, un grand merci pour cette cale. Tu vois, j'apprends au fur et à mesure, je sais comment me débrouiller de mieux en mieux et voilà, prendre son temps. Quand on est embourbé comme ça, prendre son temps, réfléchir, ne pas y aller comme un bourrin. Parce que là, je peux dire que si j'avais continué à essayer de m'enfoncer, à essayer de me dépatauger, alors là, ça aurait été complètement mort. Genre, j'aurais tout posé là-dedans, je me serais enfoncé dans le trou. Et encore une fois, à 2 jours du départ. Donc, parfait. Bien. Bonne conclusion en tout cas. Pourquoi je fais toujours des conneries comme ça? C'est un truc de ouf. Bon les gars, faut qu'on discute là. Il y a un truc qui va pas. Malheureusement, je crois que je vais devoir m'arrêter là. En gros, comme je t'ai dit, là, j'essaye de rejoindre la piste 210. Enfin, là, je suis sur la piste 210 pour rejoindre un endroit, un spot qu'on m'a conseillé, que beaucoup de gens m'ont conseillé et je voulais terminer en beauté par ça. Mais je sais pas si tu te rends compte derrière moi ce qui arrive là, mais derrière moi, il y a un énorme nuage qui, on dirait l'apocalypse, on dirait la fin du monde là, qui est en train d'arriver du glacier et qui est en train de doucement avancer vers moi. J'ai regardé les conditions météo et cette nuit, il va pleuvoir assez fort, je crois. La montagne, du coup, ce que je voulais te montrer, ce que je voulais voir aussi, se situe en plein dans ce nuage. Et je vois la forme de la montagne précisément. On n'est plus qu'à 13 km. Mais là, je pense que ça sert littéralement à rien d'y aller. Elle est totalement dans le nuage. Ça, si tu veux la vérité, c'est à cause de l'enlisement. Je suis resté bloqué 2 heures. Si j'étais arrivé 2 heures plus tôt, j'aurais pu arriver à cette montagne. Putain. Le timing! Écoute, c'est comme ça, hein, c'est la vie. J'ai déjà vu tellement de belles choses ici que honnêtement, je suis pas du tout frustré. Ça me donnera qu'une raison pour revenir. Donc là, je pense que le plus important, c'est surtout de trouver un coin tranquille pour cette nuit. Officiellement une de mes dernières nuits en tente, en Islande en tout cas. Je me suis trouvé un petit spot, bon je t'ai pas exactement filmé parce que là je suis un petit peu KO. Il y a la route numéro 1 qui passe pas très loin, qui passe juste ici. J'ai roulé jusqu'à 22h30, 23h là, KO de la journée. Je t'avoue que le fait de m'être ensablé, d'avoir passé 2 heures à creuser et tout, ça m'a éteint. Là j'ai beaucoup roulé aussi, j'ai essayé de prendre un petit peu d'avance. Demain il doit me rester environ 300 km. Une petite nuit bien reposante, là je suis explosé, il faut vraiment que je dorme. Au moins on n'a pas de pluie.
On croise les doigts. Moi je suis éteint, je suis KO. Donc je m'enferme dans ma tente et je vais bien dormir. Oh. Les gars, il y a trop de vent, je viens de me faire réveiller par le vent là. Je crois que je vais pas pouvoir rester ici là. Il est 2 h du matin. Ouais, il y a trop de vent. Je sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive là. Putain, waouh. Ah, je suis en train de flipper là. Ok, on active le plan d'urgence là. Putain, c'est la première fois que ça m'arrive. Oh, il fait froid, putain. C'est le repliage de tente le plus rapide que j'ai jamais fait. Faut que j'aille trouver un autre spot. J'ai roulé une petite vingtaine de minutes, direction l'est, et là j'ai trouvé un endroit où il n'y a quasiment pas de vent. Je pense que je vais dormir là ce soir. Je vais déplier la tente et je vais dormir. Le lendemain, c'est le soleil qui m'accompagne pour ces derniers 300 km vers l'est. Je crois que l'île veut me faire un dernier cadeau après toutes ces péripéties. Elle se dit peut-être que je mérite un peu de répit. La route est magnifique, Bobby roule comme un chef, je crois que tout est parfait pour conclure. J'ai bien l'impression qu'on arrive sur la fin entre guillemets de ce voyage. J'ai mon ferry qui part demain à 9 h, qui se situe plus qu'à quelques kilomètres. Carrément, j'ai sorti les claquettes et le short. Il commence à faire beaucoup trop chaud pile quand je pars. Non, en vrai, la vérité, c'est que j'ai tout mis à laver parce que ça faisait plus de 3 semaines que j'avais lavé aucune affaire. Quel voyage exceptionnel, franchement. 21 jours en Islande avec ce vieux Lada Niva. On l'a fait, on a réussi. Je pense que j'ai encore du mal à conscientiser, à me rendre compte de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai exploré, tout ce qui s'est passé. C'est encore très très frais dans ma tête. En fait, même en partant, je le voyais vraiment comme un défi. Partir avec Bobby, tout seul, dans des conditions qui peuvent être assez compliquées, avec un manque de confort. Enfin, je savais un peu à quoi m'attendre. Et il m'a pas lâché. Il a réussi. On croise les doigts pour le chemin retour. J'ai encore près de 1500 km avant d'arriver sur Paris, donc c'est pas fini. Je vais pas te mentir qu'il y a eu des moments un petit peu plus durs, un peu plus difficiles que d'autres. C'est normal, ça fait partie du voyage. Vers le milieu de ce voyage, ça a pas toujours été hyper facile. Les conditions météo étaient vraiment dur, il pleuvait beaucoup, il faisait très très froid, il y avait beaucoup de brouillard, très gris. Mais je suis tombé malade à ce moment-là, j'ai eu environ 2 jours où j'étais vraiment complètement fatigué, complètement malade, et je pense que c'était mon corps un peu qui m'envoyait des signaux, tu vois. Mais c'est aussi pour ça que je suis parti, c'est pour avoir ce genre de moment de réflexion, de dépassement de soi. Et à partir du moment où il a commencé à faire plus beau, là, ces 10 derniers jours, ça a été complètement exceptionnel, ça m'a complètement reboosté le moral, je pense que tu l'as vu dans la vidéo. Quand tu pars dans des voyages comme ça, il faut juste lâcher prise, il faut juste prendre ce que l'Islande te permet de voir, ce que l'Islande a à te donner. Je pense qu'il faut juste être dans cet état d'esprit. Je pense que c'est vraiment trop important de temps en temps au moins voyager seul. C'est une expérience qui peut être dure, qui peut faire peur à pas mal de personnes. Et en vrai, le voyage seul, c'est vraiment quelque chose d'unique. Je sais pas comment l'expliquer pour ceux qui l'ont expérimenté. Je pense qu'ils comprennent, et je pense que c'est vraiment juste un cap à passer, que tu peux commencer doucement par un week-end, juste quelques jours dans une autre ville à côté de chez toi, ou juste partir seul, marcher, randonner pendant plusieurs jours. Enfin, vraiment, je conseille à n'importe quelle personne de au moins une fois dans sa vie ou de temps en temps se déclencher ce genre de voyage, et même si c'est dur, même si ça fait peur, même si on a plein de barrières, et de quand même le faire. Alors je dis pas que c'est facile, il y a des moments qui peuvent être compliqués, il y a des moments où tu peux vraiment te sentir seul, mais on va dire qu'à chaque fois ce que ça t'apporte à la fin, ça vaut trop le coup. Pour les voyages seuls que j'ai fait, je peux te citer le Népal, je peux te citer le voyage au Maroc que j'avais fait tout seul avec Albert à l'époque, je peux te citer ce voyage-ci. À la sortie d'un voyage comme ça, à chaque fois je me sens tellement bien, je me sens plus confiant, je me sens plus fort, j'ai l'impression d'avoir vraiment appris des choses, et ça c'est un sentiment qui est juste incroyable, et je le souhaite à tout le monde de le vivre. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu, je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je t'invite toujours à cliquer sur le lien et à tester Nextory si tu veux écouter des livres audio sur la route ou dans ton quotidien, ça me permet vraiment de soutenir cette vidéo. Et un grand merci à Bobby qui m'aura pas lâché pendant ces 21 jours. Franchement, Lada Niva, meilleur 4x4. Non, vraiment, un immense merci pour tout votre soutien depuis des années. C'est complètement fou tout ce que je vis et tous les rêves que vous me permettez d'accomplir. Donc j'espère que je vous le rends au maximum en tout cas. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle aventure.